Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail, que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petit podcast d'échange avec quelqu'un que vous connaissez sûrement si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'auto-partage souvent, on va dire. Donc, à mon avis, vous la connaissez. Je vais la laisser se présenter. Maëlys, déjà, merci de prendre le temps de faire ce podcast avec nous. J'espère que tu vas nous raconter plein de choses intéressantes. J'en suis en tout cas persuadé. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ou pas rapidement? D'ailleurs, c'est toi qui gères. Bonjour à tous, je m'appelle Maëlys, j'ai 25 ans, je suis coach et ostéopathe. Donc, à la base des bases, je suis coach. J'ai fait une formation initiale en ostéopathie, donc en 5 ans, de l'école de Rennes. Je ne sais pas s'il y en a de Rennes qui suivent ce podcast. Et par la suite, du coup, comme je suis passionnée de sport, de musculation et d'investissement sur moi-même et sur pas mal de choses, je me suis dirigée aussi sur un cursus de coach sportif, donc Bayesian Bodybuilding pour ceux qui connaissent. C'est une formation en ligne, donc qui a été retranscrite de l'anglais, qui était initialement écrite par Meno, si ça vous parle. Je suis, comme je le disais, passionnée de musculation. Je m'entraîne 4 à 6 fois par semaine en musculation depuis à peu près 2014, je crois, même ça a fait un bon bout de temps là. 2014. Que dire de plus sur moi? Donc là, actuellement, je suis à mi-temps entre l'ostéopathie et le coaching, parce qu'au final, j'étais vraiment très focus sur l'ostéopathie. Je faisais ça à plein temps. Et là, c'est vrai que le coaching prend énormément de place dans ma vie et je me dirige sur un mi-temps. On va voir ce que ça va donner par la suite, mais sur l'entraînement, sur pas mal de choses. Ok, alors qu'est-ce qui t'a donné envie après ton bac S, je pense, de faire une école d'ostéo? Pourquoi tu es parti là-dedans? Et qu'est-ce qui t'intéressait dans ce métier, qui est quand même un métier très, très humain? On est tous les deux dans la santé, on sait ce que c'est. Qu'est-ce qui t'intéressait de toucher des gens, de manipuler des gens, etc. Qu'est-ce qui vraiment te motivait à faire ce taf-là? Ok. Au tout départ, ça a démarré quand j'étais toute petite, parce que ma maman, elle se bloquait souvent le dos. Je pense que toi, tu dois connaître aussi. J'ai mal au rein, le fameux. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que quand j'étais petite, je massais ma maman au niveau du dos. J'essayais de la soulager en mobilisant, en l'aidant un petit peu au niveau du dos. Ça fonctionnait. J'ai jamais compris pourquoi ça fonctionnait, ce que je faisais. Donc, je me suis dit, Maëlys, c'est cool. En fait, tu devrais te diriger vers un métier dans la santé pour essayer d'aider au maximum les gens. Et donc, j'avais discuté pas mal avec mon père à l'époque sur les métiers de la santé, etc. C'est vrai que dans un premier temps, je m'étais dirigée vers la kinésithérapie. Pourquoi est-ce que je suis pas allée vers la kinésithérapie? Parce qu'au final, mon père m'a dit, ouais, Maëlys, c'est cool, l'ostéo, c'est une vision un petit peu différente de la kinésithérapie. Et c'est vrai que du coup, j'avais eu pas mal de consultations en ostéo à l'époque sur des douleurs au niveau de mes genoux. Ça avait fonctionné, donc je me suis dit, pourquoi pas. Au final, j'ai délaissé la kinésithérapie pour me diriger vers l'ostéopathie, simplement par manque d'intérêt, entre guillemets. Je me suis pas informée sur la kinésithérapie. Je me suis directement intéressée sur l'ostéopathie. Donc, peut-être qu'au final, la kinésithérapie m'aurait très bien intéressée. Mais c'est vrai que mon père m'a dit, c'est cool l'ostéo. Du coup, moi, butée comme je suis, je me suis dit, c'est cool. Et je me suis dirigée là-dessus. Donc ça, c'était quand j'étais petite. Après, je me suis toujours intéressée sur l'anatomie, sur la compréhension du corps humain pendant toutes mes études, même pendant mes études au lycée. Tout ce qui était SVT, j'ai adoré. Et bac S, comme tu l'as dit. J'ai fait spécialité SVT, du coup. Et après, directement après le bac, école d'ostéo, qui m'a vraiment passionnée parce que c'était des études qui étaient très approfondies. On a 5 ans d'études, notamment les 3 premières, c'est beaucoup de physiologie, de biomécanique, d'histologie, etc. Donc, je vais pas dire que c'est commun aux années de médecine, mais c'est globalement très similaire aux années de médecine, ce qui fait que ça m'a vraiment passionnée.
Et c'est cool. Après, j'échange pas mal avec vous aussi sur la kinésithérapie et je trouve que c'est deux métiers qui sont très complémentaires sur pas mal de points. Et au final, moi, dans ma pratique, je redirige beaucoup de patients vers la kinésithérapie parce que c'est deux métiers qui sont complémentaires. On a deux actions qui sont différentes sur le corps humain. Je pense qu'on se complète énormément sur pas mal de points. Ça c'est clair. À un moment, il y avait une mode où tous les kinés devenaient ostéo, faisaient des écoles d'ostéo, etc., pour manipuler les patients. Je trouve que c'est un petit peu passé de mode dans le sens où maintenant, chacun se concentre un petit peu sur ce qu'il fait faire. Donc, nous, on fait surtout de la remise en charge. Alors, ça n'en déplaise à certains, on touche de moins en moins les patients, du moins, on les manipule de moins en moins parce que on le fait pas très bien, en fait, parce qu'on n'a pas assez d'expérience là-dessus. Et du coup, c'est carrément complémentaire dans le sens où chaque point, chaque technique a ses bénéfices et clairement, il faut enfin pas déléguer, mais que chacun fasse ce qu'il est capable de faire et ça se complète extrêmement bien, que ce soit en aigu ou en chronique, ça ne change pas grand-chose. Les deux sont vraiment super intéressants. Donc oui, c'est des métiers qui se suppléent, qui bossent ensemble et c'est des visions pas forcément différentes, tu vois, parce que nous aussi, au final, on voit le corps dans sa globalité, c'est juste des approches différentes, mais le final, il est le même parce que toi, je sais que tu pousses tes patients à se mettre à l'activité physique, à faire des petits exercices, etc. Donc, au final, c'est à peu près la même chose. Est-ce que tu étais complètement satisfaite de tes études ou est-ce que quand tu es sortie, tu trouvais qu'il te manquait des connaissances, etc. et que tu es allé creuser un petit peu plus loin? Et est-ce que le métier d'ostéopathe te plaît réellement? Si tu es totalement objective, c'est absolument pas une question orienté, hein, c'est une question complètement ouverte. Est-ce que ce métier te plaît à 100% ou est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent? Comme moi, dans mon métier de kiné, il y a des choses qui me dérangent. Ce n'est pas un métier qui me plaît à 100%, même si j'adore le concept. Aujourd'hui, la façon de travailler ne me plaît pas forcément. Toi, quel est ton avis sur ton métier d'ostéo? Ouais. Juste de revenir sur ta première question, c'est qu'est-ce qui me manquait à la fin de mes études? Je pense que ce qui me manquait le plus, c'était tout ce qui est votre aspect de la kinésithérapie, tout ce qui est réathlétisation. Je trouve que ça manque pas mal en ostéo. On a de la biomécanique, mais on n'a pas de la réathlétisation. Et c'est vrai que tout ce qui est pathologie, par exemple, moi j'ai un patient qui a un valgus de genou en ostéo, je peux le rediriger vers de la kinésithérapie. Je sais comment est-ce qu'on peut essayer de limiter le valgus au niveau du genou, mais c'est pas mon rôle. Et c'est vrai que ça manque de conseils parce que nous, en fin de consultation en ostéo, on donne des conseils. Et c'est vrai que ça me manque de ce point de vue-là parce que je trouve que c'est quand même super intéressant, super pertinent de pouvoir se dire, OK, mon patient est là, ça, je l'ai, entre guillemets, remis droit. L'objectif maintenant, c'est que je lui donne des exercices, mais nous, on ne les connaît pas forcément. Donc, je les connais un petit peu plus avec mon métier de coach sportif, mais c'est vrai que ça manque, je trouve, quand même pas mal sur tout ce qui est réathlétisation, etc. Ensuite, je te coupe vite fait pour rebondir là-dessus. Est-ce qu'il y a une spécialité, je ne sais pas s'il y a des diplômes spécialisés post-graduation, on va dire, mais est-ce qu'il y a une spécialité ostéo du sport? Est-ce que ça existe et qu'est-ce que c'est si ça existe? Je sais pas, hein, je te pose la question. Nous, on ne peut pas être spécialisé dans un domaine. Les médecins peuvent l'être, nous, on ne peut pas l'être. On peut avoir des formations post-graduées sur un thème donné, ça peut être le sport, etc. On peut avoir des connaissances supplémentaires, mais au final, c'est pas quelque chose d'approfondi, c'est pas une formation qui va te permettre de tout comprendre et de tout connaître. Ça peut être, il y a des formations post-graduées sur l'ostéopathie du sport, mais je trouve qu'elles sont pas assez complètes pour avoir regardé un petit peu ce qu'il y avait dans les formations, et c'est pourquoi je les ai pas faites. C'est que pour moi, elles sont pas assez complètes, ça reste très succinct et ça va pas assez dans la prise en charge globale du patient des pathologies. On va sur du coureur, on va sur des patients qui se remettent simplement au sport, et moi, c'est pas l'intérêt et l'objectif que j'ai de l'ostéopathie du sport, c'est de prendre le patient sur des personnes qui vont être pas, je ne veux pas dire haut niveau, mais qui ont au moins un bon passé sportif et qui sont vraiment très, très calés dans le sport parce que ça ressemble un petit peu à la clinique du coureur, mais moi, c'est pas ce que je veux faire, c'est que vraiment avoir une approche très globale sur le patient et pas simplement sur Jeanne qui se remet au sport et voilà. Okay. Et l'autre question, c'était comment est-ce que je vois ma vision de l'ostéopathie et est-ce que je me sens épanouie là actuellement dans mon métier? Alors oui, je me sens épanouie, mais je pense qu'on va discuter là-dessus aussi pas mal par la suite, c'est que j'ai un petit souci avec le fait d'avoir trop de projets dans ma tête, ce qui fait qu'entre guillemets, là, du coup, je fuse un petit peu trop et j'ai trop de projets, ce qui fait que du coup, en ce moment, je délaisse pas mal l'ostéopathie. C'est un métier qui me plaît énormément parce que moi, mon job, que ce soit... Enfin, en fait, je veux terminer ma journée
en ayant aidé les gens, que ce soit dans du coaching, que ce soit dans de l'ostéopathie, je veux finir ma journée en me disant, OK, Mélisse, tu as réussi à aider des gens, il y a des gens qui se sentent mieux grâce à toi, tu as pu, je sais pas moi, résoudre une lombalgie, tu as pu donner des conseils adéquats, même si tu n'as pas forcément réussi à soulager des douleurs. L'idée, c'est qu'à la fin de la journée, je puisse aider les gens à aller mieux, que ce soit au niveau du mindset ou au niveau du corps de manière générale. Donc, épanouie, oui. Est-ce que je me vois sur du long terme continuer l'ostéopathie? Oui. À quelle fréquence? Par contre, je ne sais pas. C'est vrai que là, je suis dans une phase depuis quelques mois où je me remets beaucoup en question sur pas mal de points. Les patients sont très contents de moi, donc ça, c'est un point qui est ultra positif. Ça me permet de gagner confiance en moi quand j'ai les retours qui me disent j'ai plus mal ou c'est good. Mais c'est vrai que je suis partagée entre les projets à côté qui me demandent beaucoup de temps et l'ostéopathie qui me demande moins de temps, mais qui me coûte aussi et qui me rapporte moins d'argent. Donc, c'est vrai que c'est pas facile à trouver un équilibre entre les deux parce que ça me plaît, mais je me dis, est-ce que je devrais mettre 75% d'ostéo et 15% et 25% de coaching ou moins ou plus? Donc, c'est vraiment la question en ce moment, c'est quel est le bon ratio pour que je puisse être équilibrée tant sur le plan personnel que professionnel. Alors, c'était assez facile de t'amener sur ce sujet-là parce que bon, on se connaît, on ne va pas se mentir, pour faire genre on ne se connaît pas. On se connaît, donc si je t'ai invité, c'est bien pour ça. Pour remettre un petit peu dans le contexte, comment tu bosses en ostéo actuellement? Est-ce que tu as ton cabinet? Comment tu l'as créé, si tu as créé ton cabinet? Est-ce que c'est facile d'avoir des patients? Est-ce que c'est difficile d'avoir des patients? Je sais que ce n'est pas forcément si simple que ça en ostéo, à l'inverse de nous en kiné, où quand tu t'installes, tout te tombe dans le bec assez facilement si tu n'es pas trop con, on va dire. Et même si tu es trop con, à mon avis, tu peux avoir beaucoup de patients. Bref, c'est une dérive du système. Comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es installé? Et voilà, en gros, combien de patients tu vois par semaine, etc. Ouais, alors, ouais, c'est vrai que la différence entre la kiné et l'ostéo, c'est que vous avez les patients, c'est une médecine de deuxième intention. Donc, au final, c'est les patients, enfin, c'est les médecins qui vous redirigent les patients. Nous, il faut qu'on la crée, notre patientèle. Donc, c'est du bouche à oreille, c'est des patients qui viennent comme ça. Donc, c'est vrai que nous, on a toujours dit en ostéo pendant nos études, c'est 3 à 6 ans pour faire notre patientèle, ce qui est énorme par rapport à vous en kinésithérapie. Donc, au final, en fait, le souci, c'est que nous aussi, on peut avoir des dérives du système. C'est-à-dire que moi, mon patient, quand je le vois, si j'estime qu'il n'y a pas besoin de se revoir, je ne vais pas le revoir. Mais à côté de ça, tu vois, tu as les ostéos qui, eux, veulent se faire du bif et qui disent, bon, dans 3 semaines, on refait un check-up, on voit si ça va pas, et boum, € 50. Moi, c'est pas du tout ma vision de l'ostéopathie. J'ai pas envie de faire je sais pas comment on pourrait appeler ça, un carnet. Ouais, et de chroniciser le patient et de te faire des Ouais, c'est ça. bouteilles en doublant les séances. Mais après, ça, tu sais, c'est l'être humain qui est comme ça. Hein. L'être humain, il y a des gens qui sont honnêtes, il y a des gens qui sont malhonnêtes. On en reviendra à la fin du podcast. C'est dans tous les métiers pareil. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, pour le moment, je n'ai pas envie de chroniciser les patients et j'ai envie vraiment de faire que le patient, je le vois, entre guillemets, le moins possible parce que l'objectif, c'est quand même qu'il aille mieux. S'il va pas mieux, je le revois. S'il va mieux, je le vois. Donc, au début, au sortant de mes études, j'ai pris un premier cabinet dans une salle de sport, donc à l'ouest de Rennes. Ça s'est bien passé, la patientèle montait bien, mais au final, j'étais dans une salle de sport et il y a eu le confinement. Donc, j'ai dû fermer pendant un bon bout de temps et j'ai pas pu réouvrir jusqu'à l'ouverture des salles de sport, ce qui m'a quand même pas mal freiné parce que tous mes autres collègues qui étaient en libéral dans des cabinets seuls ont pu réouvrir plus tôt. Du coup, moi, ça m'a embêté. Et puis, les échanges avec le patron de la salle de sport ne se passaient pas forcément bien. Donc, je me suis dit, il faut que je parte, même si la patientèle était bonne et montait bien parce que je tourne aux alentours de 30-35 patients semaine. Je me suis dit, il faut que j'ai mon propre cabinet pour pouvoir gérer un petit peu tout ça et que ça se passe mieux. Donc, je me suis dit, il ne faut pas que je me mette trop loin de là où était ma patientèle pour qu'elle puisse me suivre, sachant qu'avant, j'étais dans Rennes. Donc, je me suis dit, je vais me mettre dans la première couronne rennaise sans être trop loin. Donc, je me suis mis dans une autre ville juste à côté. Le souci, c'est que je pense que l'étude de marché n'avait pas été suffisamment bonne de mon point de vue. Il y a 2 facteurs qui ont joué là-dessus. C'est que donc là, j'ai mon propre cabinet, on va revenir par la suite, mais j'ai mon propre cabinet, mais il y avait déjà d'autres ostéos sur la ville. Des ostéos, principalement des hommes, donc je me suis dit, c'est cool, et je crois qu'il
y a 2 femmes sur 5 ostéos, donc je me suis dit ça fera un bon ratio si parce qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent avoir des femmes en ostéo et inversement beaucoup d'hommes qui veulent avoir des hommes, donc je me suis dit il y a moins de femmes, ça va être bien, ça fait une femme supplémentaire au final. Donc ça a été un des facteurs, je pense qu'il y avait trop d'ostéos sur la ville. Et deuxième facteur, donc dans la ville dans laquelle je me suis implantée, il y a un pôle mère-enfant qui s'est mis en place il y a un an, un petit peu plus d'un an. Et en fait, il draine énormément de patients parce que du coup, toutes les femmes enceintes, tous les enfants jusqu'à 18 ans et toutes les femmes en désir de grossesse sont redirigées vers ce pôle-là. Ce qui fait que du coup, moi, toute la patientèle enfant, toute la patientèle femme en âge de procréer ou du moins en désir de grossesse, elle est redirigée vers là-bas. Du coup, déjà, ça m'enlève tout ça comme patient. Sachant qu'on est déjà 5 ostéos, ça limite encore plus. Et là, en fait, c'est là où je voulais revenir, c'est que c'est compliqué parce que j'ai beaucoup de projets à côté sur le coaching, sur le développement personnel, sur la création de ma société. Et à côté, je vois que je perds des patients parce que il y a des facteurs externes qui font que. Donc, comme je te disais, les patients sont contents de moi. J'ai jamais eu des retours négatifs, en tout cas de leur part. Mais c'est vrai que du coup, la patientèle ne monte pas parce qu'il y a des facteurs externes qui font que. Donc, est-ce que, c'est la question que je me pose, est-ce que ça vaudrait le coup de partir, d'aller dans un endroit où il y a moins de monde pour pouvoir repartir de zéro, mais ça veut dire aussi recommencer une patientèle. Et nous, c'est super galère d'avoir une patientèle. Donc, c'est très compliqué de ce point de vue-là. C'est est-ce que je continue l'ostéo en ayant moins de patients, mais en kiffant toujours ce que je fais ou alors j'arrête totalement, je change d'endroit ou alors j'arrête totalement l'ostéo. C'est très compliqué. Donc l'ostéo, je kiffe, ça me fait vraiment vibrer parce que c'est une enquête. Le patient vient, il vient pour un motif donné. Et pour 2 patients avec un même motif donné, ça peut être une consultation qui est totalement différente. Il y en a qui ont besoin de... Je pense que toi, tu le sais aussi. Il y en a, c'est très émotionnel. Au final, ils viennent parce qu'ils ont besoin d'un massage ou ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Il y en a, c'est vraiment très articulaire. Donc, il y a plein de patients qui sont différents. Enfin, chaque patient est unique. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que là, ça ne monte pas et ça m'embête parce que du coup, ma confiance en moi diminue aussi, alors que je sais qu'il y a des facteurs externes. Mais c'est vrai que c'est double tranchant. C'est est-ce que je suis bonne, suffisamment bonne pour avoir ma patientèle, ou est-ce que c'est vraiment les facteurs externes qui font que je ne développe pas suffisamment ma patientèle. Donc compliqué au niveau du mental, mais ouais. Du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait Avant, j'étais à plein temps sur mon cabinet. Et là, je suis passée à mi-temps, donc avec un partage de cabinet avec une sophrologue pour essayer déjà de me délester certains jours où je fais plus du tout d'ostéo pour me permettre justement de me consacrer sur d'autres choses et de pas forcément me créer une charge mentale trop importante. En gros, tu fais combien de demi-journées ou de journées par semaine? Combien tu vois de patients à peu près dans la semaine en moyenne? Je sais que c'est assez variable. Ouais, je travaille le mardi matin. Enfin, je travaille qu'en demi-journée, là, mardi matin, mercredi matin et vendredi matin, là, en ostéo, pour le moment. Et est-ce que c'est... alors, évidemment, on est aujourd'hui On est quel jour? Putain, c'est terrible. On est Je le ne sais pas, 12 on janvier. doit être le... Ouais, ok. J'ai sorti hier un podcast. Donc, ce podcast, il va sûrement sortir en mars. Je vous préviens qu'on est en enregistrement à l'avance. Hier, j'ai sorti un podcast sur le fait de gagner de l'argent, que c'était mal vu, etc. Pourquoi on gagnait de l'argent, pourquoi tout le monde travaillait, etc. Maïlis comme nous, on ne travaille pas pour l'argent, même si tout le monde se lève pour gagner de l'argent. Là n'est pas la question. Plus tu as d'argent, plus tu achètes une certaine liberté, on va dire, même si l'argent n'est pas égal strictement parler à la liberté. Hein. C'est pas le sujet, encore une fois. Est-ce que tu gagnes en vrai de l'argent avec 2 demi-journées comme ça, enfin 3 demi-journées, ou est-ce que tu es en perte parce que ceux qui sont libéraux le savent, tu as pas mal de charges à payer, tu as ton local, tu as toutes tes cotisations, etc. Est-ce que c'est rentable ou pas? Parce que tu vois, moi, je me pose la question dans le sens où je bosse de moins en moins en kiné. Moi, je dois bosser 2 jours en tout dans la semaine, 2 jours et demi. C'est mon cabinet, etc. Donc, c'est un petit peu différent parce que les locaux sont à moi. C'est quelque chose que j'ai construit. J'ai des assistants. C'est un petit peu différent. Mais je ne suis pas de ouf dans le bénéf.
Et c'est pas grave parce que c'est pas ma priorité maintenant. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai l'impression d'avoir fait déjà le tour alors que je suis jeune. Donc c'est dommage ou pas, je sais pas. Bref, est-ce que c'est rentable ou pas vraiment? Là, actuellement, en OCO, je suis à l'équilibre. Je gagne pas, je perds pas. Là, pour le moment, comme je te disais, c'est du pur kiff, l'ostéo. J'ai envie de continuer parce que j'ai pas envie de perdre ma technique. Je sais que les techniques, je les maîtrise, que la prise en charge du patient, je la maîtrise. Donc, j'ai pas envie de perdre ça. C'est pour ça que je continue et parce que c'est mon métier et que ça me fait kiffer. Mais là, je gagne pas d'argent. Je suis à l'équilibre sur l'ostéo parce que, bah, ouais, comme tu l'as dit, on a des charges qui sont astronomiques en tant que profession libérale. Rien que là, Doctolib a encore augmenté. Je sais pas si vous êtes sur Doctolib, mais Doctolib, tous les ans, il augmente. Là, pendant le confinement, ils n'ont pas voulu Merci arrêter les Doctolib. cours. Vous voulez Ils pas ont nous pas voulu. sponsoriser d'ailleurs là? Mettez un petit code promo MyLis ou Training Therapy là, un petit code Doctolib, Ouais. ce serait pas mal. Parce que les gens profitent beaucoup. Et puis, je ne sais pas si vous, ça vous arrive aussi beaucoup en kiné, mais de plus en plus, là, depuis le premier confinement, il y a de plus en plus de lapins. Pour ceux qui ne connaissent pas les lapins, c'est les gens qui ne préviennent pas et qui ne viennent pas. Et ouais, c'est de plus en plus. Et c'est embêtant parce que nous, au final, bah, ça nous fait perdre de l'argent, sachant que bah, moi, là, je suis à l'équilibre. Si moi, j'ai un patient, j'ai un trou, enfin, j'ai un autre patient qui vient pas et j'ai un patient, au final, sur cette heure-là, qu'est-ce que je fais? J'attends, je perds de l'argent, je perds du temps, alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui avait besoin de venir et au final, c'est un peu embêtant, ou les patients qui prennent un rendez-vous et on va dire une journée avant, on redéplace le rendez-vous. Au final, c'est devenu enfin, avant tout ce qui était médecine, que ce soit la kinésithérapie, la médecine traditionnelle, l'ostéopathie, etc. Ça a été vraiment très bien vu. On allait chez le médecin, on prenait son temps pour y aller, on était à l'heure, à l'avance, etc. Maintenant, c'est vraiment devenu un bien de consommation et c'est je prends rendez-vous, oh si ça me plaît pas, je rechange, j'annule, je reviens, etc. Et je trouve ça dommage que, bah en fait, je pense que c'est lié aussi à Doctolib. C'est une facilité pour les patients de venir prendre rendez-vous, parce que tu peux prendre rendez-vous partout, en étant aux toilettes, en étant à la salle de sport, tu peux prendre rendez-vous où tu veux, mais le souci, c'est que ça devient un bien de consommation, et que maintenant, tu peux prendre rendez-vous comme tu peux l'annuler, et il n'y a plus, entre guillemets, aucun respect du praticien, et je trouve ça dommage. Je ne sais pas ta vision, et au contraire, ça sera un plaisir d'échanger là-dessus, mais je trouve que ça, c'est devenu un petit peu plus le cas. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis. Alors, pour tous les patients qui nous écoutent, les gens qui ne sont pas dans professionnels de santé, je pense que c'est encore une fois une question d'éducation. Tu vois, si toi, tu prends rendez-vous avec un médecin, tu vas pas faire n'importe quoi avec le rendez-vous. Tu sais très bien que potentiellement, tu vas le mettre dans la merde si tu arrives en retard, si tu décales des trucs. Enfin, bon, bref. Du coup, tu vas pas le faire. Mais ça, c'est parce que tes parents, ils t'ont appris à être respectueux. C'est juste une question d'éducation. Il y a des gens qui sont complètement cons. Je prends un exemple qui m'est arrivé hier. J'ai eu une annulation sur mon Doctolib, chose qui arrive très rarement parce que moi, je suis blindé de chez blindé parce que je ne suis pas beaucoup là. Ça fait des années qu'on est en place et on a une certaine expertise sans faire les mecs qu'on le melon. Du coup, moi, j'ai une liste d'attente qui est énorme. Je ne peux pas prendre de rendez-vous avant 3 semaines. Donc, je n'ai pas vraiment de lapin parce que les gens qui viennent, ils veulent me voir moi, ils sont hyper motivés à venir, etc. Donc, je suis trop biaisé là-dessus pour te dire oui. Mais en vrai, je sais que c'est la vérité. Tu vois, j'ai eu une annulation. Il y a un jeune de 20 ans qui prend rendez-vous dans la minute. Ça veut dire qu'il soit il est arrivé là au hasard, je ne sais pas, tu vois, mais il a pris rendez-vous dans la minute pour une demi-heure après. Donc je me dis, bon, bah, j'ai une annule, du coup, j'ai pas de trou, tant mieux. Le gars arrive 20 minutes en retard, sans masque, et il me dit, déjà, il me tutoie, ouais, s'il te plaît, t'as pas un masque pour moi. Franchement, j'étais à 2 doigts de coller mon front à son front parce que ça me rend ouf. Ça me rend dingue. Le mec, je lui ai dit, bah non, mec, tu rentres chez toi, je te vois pas, désolé, tu vois. Pas de masque, j'en ai des masques, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas t'en donner parce que déjà, tu arrives 20 minutes en retard, tu manques de respect, tu prends un rendez-vous à la dernière minute. C'est pas comme si tu achetais un Kinder Bueno, tu vois. Là, c'est quelque chose de sérieux. J'avais prévenu mes stagiaires, du coup, pour pas qu'ils soient avec mes collègues, pour qu'ils puissent faire le bilan avec moi, que ce soit intéressant, etc. Bon, bref. Je pense que c'est surtout un souci d'éducation, mais tout devient de la consommation, comme tu le dis, c'est malheureux, mais c'est la réalité. Les gens consomment du soin et bah, c'est une nouvelle ère qui approche. Et je sais que Doctolib, pour les ostéos, pour moi, c'est quasi indispensable. Tu vois, si je me mettais à votre place, je pense que c'est un outil qui est quasi indispensable si tu débutes du moins ou si tu t'installes parce que ça facilite quand même grandement la prise de rendez-vous. Mais c'est vrai que c'est un budget. Donc, pour le rentabiliser, il faut voir du monde. Il me C'est semble ça. que je ne sais pas combien vous payez, mais nous, là, c'est passé facturation à l'année, je crois, ça doit être 1002, un truc comme ça. Ouais, moi là, je paye 140 € par mois juste pour Doctolib. Fais gaffe parce que c'est passé facturation à l'année. Si tu payes au mois, c'est plus cher maintenant. Ouais, 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 mais comme je savais pas un petit peu ce que j'allais faire sur l'année, je me suis dit, je préfère payer au mois et au moins comme ça, je suis tranquille. Du coup, là, tu loues tes locaux, on est d'accord.
Ouais, je loue mes locaux et je suis sûre dans ces locaux-là jusqu'à avril. Et après, à partir d'avril, je ne sais pas du tout où est-ce que je vais partir. Mais j'ai donné mon préavis du coup pour essayer de faire plutôt des remplacements sur la suite ou au moins de l'assistanat parce que bah, là, pour le moment, le loyer était extrêmement cher parce que je suis dans une ville de la première couronne rennaise. Donc au final, le loyer, c'est comme un T2 alors que j'ai 17 mètres carrés, ce qui est hors de prix. Et donc, je me suis dit, je vais faire des remplacements ou trouver des assistanats un petit peu partout pour essayer de continuer, parce que je ne veux pas arrêter l'ostéo, mais juste essayer de trouver un équilibre entre pas payer, enfin, payer le moins de charges possible, tout en continuant à avoir ma pratique. Donc, ça peut passer aussi, peut-être que dans 2 mois, là, je te dirais, bah, au final, j'achète mes locaux, je me suis mise dans un petit bled et au final, c'est ce que je veux, mais je veux juste plus payer, enfin, plus devoir à payer et à louer, parce qu'au final, tous les mois, c'est quasiment 600 euros que je jette par la fenêtre comme ça. Donc, ça m'embête un petit peu enfin, je vais pas dire que c'est de l'argent que je jette par les fenêtres, mais un petit peu parce que il me redevient pas. Et, euh, et je sais que j'y resterai pas toute ma vie dans cet endroit-là. Donc ouais. Donc, pour résumer un petit peu, vous vous rendez compte quand même que Malice ne fait pas ça pour l'argent parce qu'elle n'est pas en bénéfice là-dessus. Donc, on voit vraiment que c'est intéressant parce que tu fais quelque chose qui te plaît parce que ça te plaît en fait. Tu fais pas ça pour l'oseille, etc. Sachant qu'ostéo comme kiné, ça peut très, 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 très bien gagner sa vie avec énormément d'heures de travail, évidemment. C'est le jeu du libéral. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut que tu travailles beaucoup. Tu n'as pas le choix. Ou alors, tu es un gros escroc, mais c'est plutôt rare ou pas. En kiné, du moins, c'est pas si rare que ça. Bref, on passera là-dessus. Comment, du coup, tu t'es lancé dans ta formation de coach à côté? Comment tu as eu le temps de faire Bayesian, là, qui, je pense, prend du temps? Je ne sais pas combien il y a d'heures de formation, mais à mon avis, c'est assez long. Comment tu as organisé tes semaines pour pouvoir suivre la formation? Je ne sais pas s'il y avait des échéances, etc. Du coup, je crois que c'était sur ma première année post-grad que j'ai commencé à m'intéresser au coaching vraiment. Et je crois que je l'ai démarré, si je dis pas de bêtises, ouais, peut-être 1 an après. Et au final, c'était une année où c'était en croissance au niveau de mon activité d'ostéo. Donc, j'ai pu trouver du temps sur ces moments-là, notamment le soir ou le matin, parce que je suis quelqu'un qui me lève plutôt tôt. Donc, je trouvais du moment, soit entre deux patients, soit au final le soir en rentrant pour me dédier justement à l'apprentissage de la formation. Il y avait pas mal d'heures de cours au final, parce que c'était une formation qui est quand même chère. Il y a des cours toutes les semaines, donc il fallait quand même être assidu. Et je crois que c'est 8 mois, 8 ou 9 mois de formation qui se conclut à la fin par un diplôme, enfin un examen en ligne qui m'avait pris, je crois, 7 heures. C'était horrible. Mais au final, diplômée, je m'étais dit, est-ce que je suis légitime de commencer directement? J'ai dit oui. Donc, j'avais intégré une équipe de coach pour me lancer directement. J'avais la visibilité nécessaire, mais je n'avais pas, entre guillemets, la confiance nécessaire pour me lancer directement en coaching. Je ne savais pas du tout comment est-ce qu'on gérait un business, le marketing, un client, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais intégré une équipe de coach. Au final, que j'ai quitté 1 an et demi après, parce que ça me plaisait plus forcément. Et là, je suis à mon compte en tant que coaching depuis à peu près 1 an. Ok, donc tu fais que du coaching en distanciel. Tu n'as jamais fait de face-face. Non, jamais. Parce que du coup, avec la formation que j'ai faite, la Bayesian, c'est que du en ligne. Je peux pas faire du face-à-face. C'est vrai que j'aurais bien aimé, mais ça demande de refaire un BPGEPS ou une licence TAPS. Et c'est pas quelque chose que je porte dans mon cœur. Donc voilà, de par les valeurs et ce qu'ils prônent dans leur formation, c'est pas quelque chose. Enfin, ce qu'ils voient eux, c'est ce que tu peux voir en SVT en terminale. Et je trouve que c'est pas du tout Je, intéressant. alors, je vais pas cracher sur les BP parce que c'est pas sympa et c'est pas le but. Moi, j'ai donné cours en BPGEPS. Plus jamais de ma vie, je fais ça parce que sincèrement, je peux pas donner cours. C'est pas les élèves, le souci, c'est le niveau d'exigence. Franchement, c'est un scandale. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de coachs, malheureusement, qui creusent pas après avoir fait leur BP, qui ne trouvent pas de clients ou du moins qui ne trouvent pas de capacité à travailler à part pour donner des cours co. Encore une fois, c'est une vocation. Si tu kiffes donner des cours collectifs, etc., et être dans un fitness park, dans un Basic Fit, bon, Basic Fit, il n'y a pas de cours collectif, mais et donner des cours à répétition, si c'est un kiff, Mm. pourquoi pas. Mais sachez que si vous faites un BP et que vous n'allez pas chercher plus loin après, c'est ce qui vous est destiné. Donc, c'est un peu compliqué de faire du vrai coaching avec juste un BP.
si vous investissiez pas sur vous-même en formation après. Tu nous as dit que c'était assez cher la formation Bayesian. Combien tu as payé si c'est Je pas crois que indiscret? c'était 199 par mois, donc aux alentours des 1005, 1006, quoi. Globalement, c'est ce que j'avais payé. Ok, ça va, je Mais pensais que ce serait plus exorbitant que ça. ouais, mais au final, enfin, quand tu vois la qualité de la formation derrière qui est mise à jour tous les ans, je trouve que ça vaut carrément le prix. Et même, ça vaudrait plus, parce que tu as une mise à jour enfin, toutes les semaines, tu as des cours, tu as une mise à jour tous les ans, tu as des échanges, etc. Donc, je trouve que c'est quand même plutôt super bien. Et elle se démocratise d'ailleurs de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui la font, juste pour leur culture personnelle ou dans l'espoir de devenir coach. Donc, non, je trouve ça très bien. De toute façon, l'investissement sur soi-même, donc faire des formations pour apprendre des choses, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de prix. Pour moi, ça n'a pas de, il y a pas de prix juste ou pas juste. Ça va vraiment dépendre de ce que ça vous apporte. Encore une fois, ben, on l'a déjà dit et redit, mais avec Simon, on avait compté combien de milliers d'euros on a dépensé en 4 ans. C'était il y a 1 an et demi qu'on avait compté ça. On avait dépensé plus de 50 000 euros de formation. Alors, sincèrement, sur les 50 000 euros, si j'y revenais, bon, en vrai, je les referais toutes les formations parce qu'elles nous ont tout apporté quelque chose. Il y avait des sacrés trucs nuls quand même que j'éviterais de dépenser 600 balles pour 2 jours pour des trucs aussi pourris. Mais on apprend toujours des choses et c'est de l'investissement sur soi-même. Ça permet d'être plus expert dans un domaine, ça permet d'être meilleur et du coup, sur le long terme, c'est quand même super important de voir les choses en large. Du coup, aujourd'hui, tu as ton métier d'ostéo qui te prend un peu moins de temps par volonté ou pas. Hein, c'est un peu c'est le La contexte est question comme que je ça me pose. actuellement. Ouais. Euh, Combien de temps ça te prend ton taf de coach? Alors, dans ton taf de coach, est-ce qu'on englobe toute ta création de contenu sur Instagram ou pas? Euh, je je pense qu'on peut intégrer tout ça parce qu'au final, ce que je vends en tant que coaching, je le vends de par mon compte Instagram principalement. Donc, on peut tout englober. Après, même si dans ma société, j'ai on peut revenir un peu sur la fiscalité aussi, c'est que j'ai ma société mère et Vas-y, j'ai une carrément. Nous, holding. on adore la fiscalité. J'ai une holding, donc c'est une société mère avec trois autres petites sociétés. Donc, tout ce qui est création de contenu, influence, etc. Donc, les partenariats que je peux faire sur mon compte Instagram, ma société en tant qu'ostéo, et du coup, tout ce qui est coaching, donc prestation de service auprès des élèves et des clients. Donc, ça, c'est les trois sociétés. Donc, même si fiscalement parlant, il y a trois sociétés distinctes, au final, tout remonte en haut. Donc, on peut dire que la société et ce pourquoi je travaille, que ce soit sur de l'ostéo, sur de la création de contenu, au final, tout remonte en haut. Donc, pour moi, Enfin, quand tu me dis je fais du coaching, oui, je fais du coaching, mais à côté, ça me sert aussi. Enfin, ça revient dans ma société à moi. Oui, bien sûr, tout est lié. Tu vois, nous, enfin, je ne sais pas si la création de contenu nous prend plus de temps que le coaching, mais franchement, je pense que c'est kiff-kiff. Hein. Ouais. Bah, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a la réflexion. En fait, là, pour un exemple tout simple, c'est que les gens, quand ils disent ouais, tu poses pas assez de recettes ou tu poses pas assez de machin, en fait, faut bien se dire que la création de contenu, ça demande énormément de temps. Je prends l'exemple d'une recette. Il faut penser à ce qu'on veut faire. Il faut avoir la liste des ingrédients. Il faut créer la recette. Il faut possiblement un temps de repos après recette parce que c'est chaud, parce qu'il faut laisser reposer, prendre en photo, puis ensuite éditer la photo, créer le texte, éditer le texte et poster ensuite sur Instagram. Donc les gens, ils se disent, ouais, tu prends juste une photo de ton repas, tu le postes sur Instagram. Non, en fait, il y a toute une réflexion derrière. Même vous, pour vos posts, vos infographies, il faut aller sur Canva, il faut créer le contenu, enfin, il faut réfléchir au contenu, ce que tu veux Vas-y, mettre dedans. dévoile pas les techniques, là. Après, on va nous voler notre taf. Là. Non, mais ça demande énormément de temps et vous tout autant. Donc, les gens ne se rendent pas compte que derrière un compte Instagram et les gens scrollent, et c'est un petit peu la société de consommation qu'on disait, c'est que je me sers de l'information sans vouloir payer. Les gens sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, ils veulent du contenu gratuit, ils veulent avoir l'information directement, rapidement, sans remercier par la suite. Quand on me dit oui, Maëlys, tu peux me sortir des TCA, oui, je peux te sortir des TCA, ça sera tant par mois. Ah, c'est pas gratuit. Ben non, je travaille pas gratuitement, j'ai besoin d'argent, moi aussi, j'ai besoin de pouvoir vivre. Et les gens, en fait, et tout à l'heure, tu disais un truc qui était très intéressant, c'est que, bon, c'est pas du tout le cas aux États-Unis, mais en France, mettre de l'argent pour sa santé, c'est mal vu. Oui, c'est pas du tout dans les mœurs.
Et aux États-Unis, quand on dit un coaching, ça va te coûter 300 euros par mois, ils vont dire, OK, mais je vais mettre 300 euros dans ma santé, ça va me permettre d'aller mieux, ça va me permettre de faire ça. Et en fait, là, les gens, en France, c'est 300 euros. Ouais, mais 300 euros, c'est super cher. Mon abonnement au téléphone, je le paye que 70. Pourquoi est-ce que je paierais 300 euros pour quelque chose qui est immatériel et et je veux pas le voir, en fait. Et les gens, ils aiment pas investir dans la santé parce que pour eux, c'est pas une rentabilité qui va être intéressante. Et c'est très dommage parce que du coup, ils n'ont pas la notion, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'ils investissent pour eux-mêmes, pour leur santé, pour leur mindset, pour plein de choses. Et c'est vrai que c'est le souci là actuellement en France. Alors, encore une fois, hein, c'est un problème d'éducation, je pense. C'est comme tous les gens, les gens de manière générale. Évidemment, les gens qui vont écouter ce podcast, ce n'est pas le cas parce qu'ils sont intéressés par tout ce qui est développement personnel, création de choses, etc. Et puis épanouissement dans la vie de tous les jours. Les gens n'investissent que sur le court terme. Tu vois, les gens, ils n'investissent pas d'argent sur le long terme. Les trucs, ils disent un placement à 15 ans, non, ça ne m'intéresse pas. Pour la santé, ils se disent ouais, bof, on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Pour le sport, c'est pareil. Pour les connaissances personnelles, c'est pareil. Oh, la flemme de suivre une formation, c'est trop long. La flemme de me déplacer, etc. Tout ça, c'est qu'une question de contexte et d'éducation, malheureusement. C'est un petit peu comme ça. Et en vrai, est-ce que c'est vraiment différent aux États-Unis? Je ne suis pas sûr, tu vois. Le système de santé fait que forcément, c'est différent, dans le sens où les gens ne sont pas remboursés. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. C'est une discussion qui est un peu plus complexe que ça, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Je suis plutôt d'accord avec toi. Et les gens ne sont... Enfin, en fait, si les gens ne sont pas prêts à investir dans ton coaching, tu vois, pour se sortir des TCA, par exemple, c'est juste qu'en fait, ce n'est pas les bonnes personnes. Mais je pense que petit à petit, enfin maintenant, ça fait longtemps quand même que tu es en place, on va revenir sur le temps que ça t'a pris de mettre en place tout ça. Tu dois avoir de moins en moins de personnes qui tombent au hasard sur toi. Nous, clairement, on n'a plus personne. C'est très, très rare qu'il y ait des guignols qui arrivent au hasard et qui pensent que c'est gratos ou que c'est pas cher. Enfin, cher, tout est une question de point de vue, encore une fois. Au début, ça arrivait tout le temps. On annonçait le tarif. Ah ouais, non, 80 euros, c'est cher. Ouais, maintenant, on n'est plus à 80 euros, je peux te le dire. Et il y a plus de gens qui sont perdus, on va dire. Mais je pense que toi, c'est pareil. Ça fait comment tu as développé ton réseau social qui est Instagram, qui est ton réseau de prédilection, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si tu publies sur Facebook et tout, je ne suis pas sûr. Non, du tout. LinkedIn non plus, Pinterest, tous les trucs comme Très ça peu. non plus. Un Ouais. peu YouTube, mais c'est vrai que ouais, je veux pas. Il y a un peu TikTok aussi, mais il faudrait que je m'y mette parce que c'est en plein essor et Ouais, il y a moins TikTok, nous, on a essayé l'année dernière. Franchement, tu vois, nous, on aime vraiment faire des trucs éducatifs. Je trouve que c'est trop, 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 trop court. Moi, j'ai du mal. Simon, il veut absolument le faire. J'ai vraiment beaucoup de mal avec TikTok. Même les réels sur Instagram, je m'y mets de force, tu vois, mais j'ai beaucoup de mal avec ça. Comment tu as développé ton Instagram qui aujourd'hui est ta vitrine? Je ne sais plus combien tu as d'abonnés actuellement parce que ça monte tout le temps, donc je ne saurais te dire de bêtises. Comment tu as développé? Comment tu as commencé? Ça fait combien de temps? Combien de temps ça t'a pris pour construire cette audience? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait un boom? Comment ça se passe avec l'algorithme, etc. à ce sujet? Je crois que je l'ai commencé en 2014, si je dis pas de bêtises, mon compte Instagram, ou 2016, enfin dans les années 2010. Au début, je l'avais avec ma sœur. L'idée, c'était qu'on partage un petit peu le contenu lifestyle qu'on avait sur la nutrition, sur l'entraînement. On était un petit peu dans cet objectif où on voulait perdre du poids, mais construire la masse musculaire. Donc, la majorité des gens sont dans ce cas-là. Et en fait, du coup, on partageait ça. Au final, ma sœur a pris une direction tout autre. Donc, j'ai gardé le compte Instagram et je l'ai renommé. Donc, à l'époque, on devait être peut-être à 2000 abonnés, quelque chose comme ça. Donc, vraiment au tout début. Et après, je me suis dirigée vraiment sur tout ce qui était recettes. Bon, un petit peu ce qu'on retrouve là actuellement sur mon compte, c'est recettes, recettes, recettes. Et très, très rapidement sur la diète flexible. Ce qui fait que du coup, au final, les gens ils disaient ouais, Malice, comment est-ce que tu fais pour manger autant, avoir des abdos et à côté, je vois que tu manges du Kinder Bueno, je vois que tu manges pas mal de choses. Et les gens ils étaient là, mais c'est pas possible, comment est-ce que tu fais? Donc au final, il y a eu un gros attrait sur mon compte et j'ai rapidement monté en abonnés sur cette période-là parce que il y avait une incompréhension et une interrogation sur le pourquoi du comment. Donc voilà, et c'est là où j'ai sorti mes premiers e-books. Donc e-books sur la diète flexible, e-books sur la nutrition, la micronutrition, qui ont fait de très très belles ventes d'ailleurs, parce qu'au final, il y avait beaucoup d'intérêt sur le sujet. Après, du coup, je me suis dirigée un petit peu toujours sur les recettes, mais en étant vraiment un peu plus lifestyle et moins flexible. Mais genre, quand t'as sorti tes e-books, là, je suis désolé, je te coupe, hein, parce que sinon, après, je vais oublier de rebondir là-dessus. Tu avais combien d'abonnés à ce moment-là? Sur les premiers e-books, tu avais combien d'abonnés? Et surtout, est-ce que c'était
prémédité dans le sens où est-ce que tu t'es dit, vas-y, je vais lancer ce compte Instagram pour faire des e-books, etc. Ou est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, bah, j'ai pas mal de questions sur le sujet, je vais lancer un truc, on va voir si ça marche ou pas. Ok, j'avais, je crois, entre 10 et 20 000 abonnés, si je dis pas de bêtises, à peu près dans ces eaux-là. Et non, absolument pas. En fait, j'étais encore en études d'ostéo, je m'en rappelle, lorsque j'ai créé mon premier e-book, parce que je faisais ça pendant les cours de psycho, je m'en rappelle encore. Je l'écrivais pendant les cours de psycho, cet e-book-là. Je m'attendais pas à avoir autant de retours positifs parce que je me suis dit, moi, je fais juste ça en lifestyle, tranquillement. Je fais partager mes connaissances et au final, ça avait extrêmement bien marché parce que je crois que j'avais fait plus de 700 ventes sur l'e-book sur la diète flexible, ce qui est énorme. Donc, j'étais super contente de moi et je me suis dit, mais en fait, c'est cool, les gens, ils aiment le contenu gratuit, mais au final, ils aiment aussi mon contenu qui est un peu plus payant parce qu'ils ont des informations supplémentaires sur le sujet. Donc, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est un marché qui répond bien. Les gens sont carrément intéressés par le sujet. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire, il faut que je crée des e-books de temps en temps. Et c'est ce que je fais du coup depuis cette époque-là. C'est que tous les ans ou tous les 3 4 mois, je sors un e-book, que ce soit sur les recettes, sur le mindset, sur pas mal de choses. Donc, très intéressant. Du coup, tes anciens e-books, tu les vends toujours ou pas, les premiers? Ouais, les tout premiers, je les vends encore. Et la question que je me pose justement actuellement, c'est est-ce que je ne ferai pas une mise à jour? Parce que du coup, ils ont 3 4 ans, peut-être, quelque chose comme ça. Et non, peut-être un peu plus même. Enfin, je ne sais plus du tout quand est-ce que je les ai sortis, mais ouais, je me pose la question de faire une mise à jour ou de faire au moins un update de tout ça sur quelques petits points parce que forcément, bah, la nutrition a évolué depuis, comme la kinésithérapie, comme l'ostéopathie, enfin, tout évolue quotidiennement. Donc, ouais, après, je les laisse en vente parce que, il y a des informations qui sont toujours véridiques là-dedans. Il y a des choses qui sont améliorées, sûr et certain, mais c'est vrai que les gens sont toujours intéressés et que même la dernière fois, c'était en décembre dernier, j'ai sorti une nouvelle formation sur la diète flexible 2.0, du coup, mise à jour d'il y a quelques années, qui a très très bien répondu puisque les gens étaient super intéressés. J'expliquais vraiment la gestion des repas à l'extérieur, l'optimisation, comment est-ce qu'on gère tout ça parce que c'est vrai que dans le premier e-book, j'ai expliqué un petit peu plus comment est-ce qu'on pouvait équilibrer une assiette. Là, c'était vraiment gestion des repas, comment est-ce que ça se passe de manière générale sur un repas à l'extérieur, comment est-ce que tu peux gérer une semaine quand tu n'es pas chez toi parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui traquent l'ensemble de leurs calories. Avant, c'était les bodybuilders, etc. Maintenant, il y en a beaucoup plus qui traquent et qui disent, OK, Malice, là, on vient de me proposer un pain au chocolat de la boulangerie, comment est-ce que je fais pour le rentrer dans les macros? Donc, l'idée, c'est de leur apprendre vraiment tout ça. Et au final, les gens sont super intéressés sur la nutrition parce que c'est mon compte Instagram. Mais ouais, on va dire tous les 5 mois environ, je sors un nouvel e-book. C'est intéressant pour ceux qui créent du contenu et qui s'intéressent un petit peu au marketing sur les réseaux sociaux. On va parler d'un truc assez intéressant. On en a parlé là, il n'y a pas longtemps. Je t'avais envoyé un message pour parler autour de la publicité. On ne fait pas de pub, tu ne fais pas de pub. Non. Nous, on développe tout de la même manière en parlant dans les stories, etc. Mais tous les deux, enfin tous les trois, parce que je vais englober Simon quand même, on n'est pas. Enfin, moi, je te trouve absolument pas agressive, tu vois, genre rabâcher, il y a mon e-book, machin, aller le chercher, etc. Nous, pareil, les programmes, franchement, on n'en parle quasi pas. On a des demandes sans en parler. Je pense que c'est un défaut d'ailleurs de toi comme de nous. On ne parle pas assez de nos produits, à mon avis, et je pense, tu vas me dire ce que tu en penses, que tout ça, ça vient du fait qu'on est professionnel de santé et qu'on a un espèce de petit biais cognitif qui nous dit, ah quand même, c'est un peu limite de vendre des choses, sachant qu'on est professionnel de santé, que normalement, la santé, mais même si ce n'est pas directement en lien avec la santé, hein, la santé, on fait un métier qui est, toi, remboursé par les mutuelles, nous, remboursé par la sécurité sociale, etc. Et on n'ose pas forcément mentalement se mettre dans ce truc, vas-y, je switch. Et en fait, ouais, non, je vends et du coup, je propose mes produits, mais c'est normal. Comme un mec qui il vend des bagnoles, il va t'envoyer une newsletter sur les nouvelles voitures qui sortent, etc. Il va faire de la publicité sur des panneaux publicitaires. Normal, en fait, c'est le système qui est comme ça. Si tout était gratuit et qu'on vivait que de troc et d'échange de choses, bah, on le saurait, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on a un petit souci là-dessus en termes de développement. On n'ose peut-être pas parler assez de nos produits. Et je pense que c'est un point à travailler. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis totalement d'accord avec toi et j'allais le dire, donc tu m'as devancé, c'est que nous, en fait, dans notre formation, on nous a appris à aider, on nous a appris à prendre soin des gens et pas à vendre. Là, j'en discutais parce que j'ai pris un coach en business, c'est que dans ma formation et dans ta formation aussi, c'est que en tant que professionnel, on nous apprend pas à vendre, on nous apprend à prendre soin des gens et pas à vendre. Donc au final, moi, quand on me dit il faut que tu mettes en avant ça, il faut que tu vendes, en fait, c'est pas du tout dans ma démarche et j'ai beaucoup de mal à vendre parce que pour moi, même quand je termine une séance d'ostéopathie, quand on me dit c'est combien, je leur dis c'est 50 euros. En fait, c'est tout bête, mais ça me dérange de leur demander de l'argent parce que pour moi, c'est quelque chose qui est rentable et pour eux et pour moi parce que moi, ça me permet d'apprendre des choses. J'apprends des choses sur le corps humain, sur le fonctionnement du corps humain. Et en fait, demander de l'argent, pour moi, c'est pas du tout ancré en moi. Et l'ostéopathie, maintenant, c'est plus facile de demander, entre guillemets, de l'argent, même si à chaque fois, je suis toujours un petit peu embêtée quand, par exemple, c'est pas remboursé par leur mutuelle. Ça m'embête, tu vois, de leur demander de l'argent parce que je sais qu'ils investissent dans leur santé et qu'à côté, c'est peut-être compliqué de se faire rembourser, mais c'est vrai que dès qu'il faut faire des promos, vendre quelque chose ou promouvoir quelque chose, c'est plus compliqué parce que, comme tu l'as dit, c'est pas du tout dans notre démarche à nous. Pour des commerciales, c'est très facile, c'est leur job, ils ont l'habitude de vendre. Mais moi, tout ce qui va être vendre quelque chose, que ce soit sur le copywriting de formation ou de visuel, c'est très compliqué, mais parce qu'on n'a pas été éduqué à ça et c'est pour ça que c'est compliqué. Du coup, tu bosses avec quelqu'un à ce sujet. On peut en parler ou pas? Ou c'est Oui, bien sûr, ouais. private? Non, on peut en parler. Ouais. Depuis combien de temps, si tu peux le citer, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, vas-y, hein, n'hésite pas. Est-ce qu'il t'aide juste au niveau du business ou c'est plutôt un accompagnant, tu vois, dans la réflexion que tu as autour de toi-même? Je te parle de ça parce que moi, j'ai été suivi pendant un an par, on ne va pas dire un préparateur mental parce que c'est pas comme ça qu'il se définit. Et c'est pas du tout le but, c'est quelqu'un qui te fait réfléchir sur ton business, ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu te fais mal à la gueule quand tu t'entraînes, etc. Qu'est-ce qui t'intéresse là-dedans? Et alors, je l'ai interviewé sur ce podcast, il sortira peut-être juste avant ou après le tien, on verra. C'est Steve, merci encore à lui. Qu'est-ce qui te fait faire ce gars ou cette nana, je ne sais pas, et comment il se définit, en quoi ça consiste et comment ça t'aide en fait? Ok. Déjà, je pense qu'il y en a qui doivent le connaître, c'est Aurélien Roy. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le business qui est dans le business, qui est coach sportif à la base et qui, du coup, la vend des programmes sur des abdos, des programmes sportifs globalement. Pourquoi est-ce que je l'ai choisi lui? Parce que j'avais déjà pas mal échangé avec lui depuis de nombreuses années. Et c'est quelqu'un en qui j'ai confiance parce que il a réussi à entreprendre des choses en partant de rien. Aurélien, c'était quelqu'un qui bossait à la base chez McDo. Il n'a pas eu forcément d'études et il a réussi à monter tout un business en apprenant par lui-même sur pas mal de plans. Et donc, ça fait depuis fin de novembre, je crois. Ça va faire 2 mois. Non, début novembre, pardon, que je le suis. Enfin, qu'il me suit, pardon. Il me suit surtout sur tout ce qui est ma société. Donc, comment est-ce que je peux il m'aide à réfléchir sur la vision des choses. Donc, par exemple, je lui propose des idées des projets que j'ai. Il me dit, ça, tu pourrais l'amener comme ça tu pourrais l'amener comme ça. Il m'aide aussi à gérer tout ce qui va être mon business, donc l'utilisation de plateformes qui permettent de créer des tunnels de vente. Je ne sais pas si ça te parle, des tunnels de vente. C'est créer un produit, une page, quand tu cliques sur un produit, tu arrives sur une page, cette page, c'est un tunnel de vente. Et il m'explique un petit peu comment est-ce que fonctionne l'application, enfin le site internet en l'occurrence, comment est-ce que je peux agencer au mieux pour rendre la chose vraiment plus visuelle, faire que les gens cliquent, comment est-ce que je peux créer des bumps, des upsells, des downsells, je pense que ça ne te parle pas forcément, mais c'est tout ce qui est tunnel de vente. Donc ça a été un gros travail là-dessus parce que c'est vendre et vendre, c'est très compliqué pour moi. Donc, on a un gros travail aussi sur ce point de vue-là. C'est Maëlys, apprends à vendre, apprends à dire que ce que tu offres à cette personne-là, c'est pas forcément un prix, c'est simplement tes connaissances et une information que tu vas donner. Donc, c'est un gros travail qui est mental, qui est aussi sur toute la création de contenu, création de société, parce que là, du coup, je pars sur de nouvelles offres, etc. Et lui, il est là pour m'expliquer, me
me donner des informations, me donner des Google Sheets pour optimiser ma productivité, optimiser un petit peu tout ça, et me faire que au final, je sois plus rentable en travaillant moins. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est que j'optimise mon temps pour rendre la chose plus intéressante et faire qu'au final, j'ai du temps pour moi parce que c'est vrai que quand tu as ta société, et tu dois le savoir aussi, c'est que ça te bouffe tout ton temps. Tu n'as pas de vacances parce qu'au final, tu as toujours des mails, des machins, des demandes, même suivi des élèves, tu n'as pas de vacances. Donc, le souci, c'est qu'il faut que j'arrive, et c'est pour ça que je l'ai pris aussi, c'est à trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. J'ai encore beaucoup de mal parce que je culpabilise de ne pas travailler. Et c'est mon objectif en 2022, c'est de réussir à équilibrer tout ça. Mais ouais, l'objectif, il est très mental et très business. Donc c'est très intéressant, mais c'est pas facile parce que ça fait sortir sa zone de confort et c'est compliqué. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit à la fin. Outre le fait qu'on se connaisse et que j'adore ce que tu fais, vraiment, c'est pas pour faire le suceur ou autre, je trouve dans les personnes qui m'entourent, tu vois, que tu es la personne, c'était la seule personne qui, je pense, alors je ne vis pas avec toi, donc je peux pas le savoir, mais qui travaille plus que moi. Tu vois, moi, j'ai un grave souci avec ça. Vraiment, j'ai un problème, c'est un problème psychologique, je pense, lié au travail. Je ne sais pas ne rien faire, mais je suis comme ça depuis que je suis petit, donc j'ai appris à vivre avec. C'est plus un souci, c'est plus un souci pour mon entourage que pour moi. Moi, je ne peux pas ne pas travailler ou du moins faire quelque chose qui est dans un objectif soit sportif, parce que pour moi, c'est du travail. Tu vois. Quand je m'entraîne, évidemment, je ne suis pas en train de travailler sur Training Therapy, quoique, parce qu'il faut mettre des stories, etc., pour alimenter le compte qui est en lien avec ça. C'est pas possible pour moi de faire un truc où je vais me dire ça sert à rien. Ouais. Peut-être que ça peut arriver genre une fois par mois, je vais regarder un film, mais vraiment, je ne vais pas toucher mon téléphone, je ne vais pas regarder mon ordi, je ne vais pas réfléchir à un produit que je peux lancer, etc. Et je bosse toute la journée, mais c'est un choix. Hein. Et je sais que tu es pareil. Comment, justement, est-ce que déjà tu t'accordes des moments où tu te dis, bon, si tu te le dis, c'est que ce n'est pas le cas, mais où tu te dis, je fais un truc qui sert potentiellement à rien pour mon épanouissement, enfin, pour mon développement personnel du moins, ou pour mon travail, ou pour mon amélioration dans le sport. Est-ce que tu t'accordes ces moments-là? Si oui, comment, quand? Est-ce que tu te forces à le faire? Comment ça se passe? Je t'avoue que c'est très compliqué. J'ai eu la discussion je crois que c'était hier avec mon copain par rapport à ça. C'est qu'il me faisait la réflexion, il me disait, Malice, t'arrives pas à faire quelque chose qui sert à rien. Par Mais exemple, lui, on le connaît aussi, c'est un flemmard. j'arrive pas à me dire je regarde une vidéo et cette vidéo va me servir à rien. Ça, pour moi, en fait, c'est de la perte de temps, même si je le conscientise pas forcément. Pour moi, c'est de la perte de temps. Ce qui va, en fait, et c'est pour ça que je suis exactement comme toi, c'est que j'ai besoin de faire quelque chose qui va me servir à quelque chose. Même si c'est de la lecture, tu vois, la lecture, je me dis, ça me sert à ma culture générale, c'est pas de la perte de temps. Si c'est une vidéo YouTube où c'est, je sais pas, des gens qui bouffent ou des gens qui font un vlog, je vais voir ça comme de la perte de temps parce que y a pas un intérêt derrière. Et du coup, comme je me dis, j'ai pas mal de choses à gérer. Si au final, je regarde cette vidéo où je passe du temps à faire autre chose, c'est de la perte de temps sur ma société. Ça veut dire que je vais avoir plus de travail après. Et c'est inutile. C'est du temps de perdu, c'est du temps que je gâche, entre guillemets. Or, je sais, et c'est pour ça que j'essaie de travailler là-dessus, c'est que j'essaie de m'accorder du temps maintenant sur Maëlys, pose-toi, regarde un épisode de série, regarde un truc, essaie de détacher un petit peu de tout ça. Mais le souci, c'est que même, tu vois, quand j'aime bien aller me balader dans la journée pour essayer de prendre l'air un petit peu, vu que je bosse beaucoup sur l'ordinateur, et quand je vais me balader, tu vois, je suis toujours aussi en train de bosser. Et j'arrive pas à me dire, prends du temps, déleste-toi une demi-heure dans la journée pour te dire je fais autre chose que bosser, je fais autre chose que faire quelque chose qui va m'apporter. C'est pas quelque chose qui est facile parce que comme toi, j'ai toujours été comme ça, un petit peu touche à tout et un petit peu, il faut absolument que ce que je fasse ce soit rentabilisé. Donc c'est un travail aussi quotidien sur me prendre du temps pour moi parce qu'au final, il y a quelques mois enfin, mon mindset, il est très fluctuant dans le temps. Et il y a quelques fois où je me suis fait peur sur les derniers mois, là, parce que je bossais trop et je me rendais compte qu'au final, c'était pas viable sur du long terme, mais j'étais vraiment un peu border, tu vois. Donc, je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne à me dire, c'est OK de regarder une vidéo, c'est OK de prendre du temps pour toi sans culpabiliser. Avant, c'était du 6h, 23h30, non-stop.
Maintenant, j'arrive à me dire, cette soirée-là, tu peux la passer devant la télé, devant Netflix. À partir de, tu te fais un 21h, 23h devant Netflix, c'est OK. Donc, c'est pas facile parce que du coup, j'ai toujours aussi la notion de, ouais, j'ai un mail là, je peux y répondre devant la télé, je peux y répondre devant ça. Oui, je bosse toujours un petit peu, je suis jamais off totalement. Parce que déjà, de une, j'ai des élèves qui ne savent pas faire du off et je leur dis, je prends un exemple tout simple, hein. Quand je leur dis sur le 24-25 décembre, je leur dis, je veux pas de message sauf urgence, sachant qu'il n'y a pas d'urgence normalement sur des suivis, des accompagnements, j'ai toujours un message. Donc au final, c'est pas facile quand tu es à la tête de ta société, que tu as des élèves aussi, un accompagnement pour te dire je coupe totalement, il faudrait en fait que j'éteigne mon téléphone et que j'éteigne tout ce qui est réseaux sociaux, mails, etc. pour me permettre d'avoir du temps pour moi. Donc j'essaye petit à petit de trouver du temps, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile. Et quand tu es en fait, je pense que tu me couperas si je me trompe, mais c'est que quand tu kiffes faire quelque chose, au final, c'est pas du travail. Même si c'est du travail, c'est un truc que tu kiffes. Donc, moi, si je me lève le matin à 6h30 pour aller bosser ou 6 heures sur des coachings, sur des machins, oui, ça m'embête de me lever parce que voilà, mais après, je suis contente. Je suis contente de faire ce que je fais. Et au final, quand je travaille, j'aime ce que je fais. Donc c'est du travail, mais il faut que j'apprenne aussi à trouver du temps pour moi. C'est très, très, très intéressant ce que tu viens de dire. Tu vois, là, je prends l'exemple de ce qu'on fait là. Euh, pour moi, c'est pas enfin, c'est du travail parce que peut-être que c'est le podcast. Alors, avec le podcast, évidemment, on gagne zéro argent, ni toi, ni moi. Toi, je te fais perdre ton temps. Mais en fait, c'est quelque chose, moi, c'est cool, tu vois. Je discute avec toi et en fait, je peux me permettre de faire ça toute la journée, là, s'il faut, parce que j'ai pas d'urgence. Aujourd'hui, ma journée, elle est dédiée à Training Therapy et ça fait partie du truc. En fait, je suis content, tu vois, je discute avec toi, c'est cool, on enregistre, ça fera plaisir aux gens en plus, donc ça va dans ce sens-là. Tout est, en fait, quand tu vis une vie que toi, tu as décidé, que toi, tu as créée, tu vois, via ton travail, etc., tu vis pas forcément de ta passion parce que est-ce que c'est une passion, est-ce que c'est, j'en sais rien, peut-être que ta passion, c'est plus le sport et qu'en fait, il faut que ça reste une passion ton entraînement plutôt que ce soit ton travail. Tu n'es pas sportif de haut niveau, moi non plus, et c'est absolument pas le but. Mais en fait, tu es heureuse dans ce que tu fais et tout te paraît bah, du kiff, plus ou moins, évidemment, parce que ça génère quand même une charge mentale et des fois, tu en as marre. Et en fait, les gens le voient comme du travail, mais c'est plutôt l'interprétation des autres qui fait qu'on va te dire bah, tu travailles trop et du coup, tu vas te dire toi-même ah ouais, je travaille trop quand même. Normalement, quelqu'un de normal, il regarde le journal de TF1 à 20h et tranquille, le soir, il fait plus rien de son travail. Bah non, parce qu'en fait, c'est pas la vie que tu as choisie. Et si tu es heureuse comme ça, tant mieux. Après, la question, c'est est-ce que tu es heureuse? C'est quand même important de le savoir. Je te prends un petit exemple. Tu parlais de couper les réseaux sociaux, etc. C'est quelque chose qu'on ne fait jamais. Clairement, c'est pas possible. Déjà, d'une, c'est notre outil de travail. Et de deux, en vrai, il ne faut pas se mytho. Tu vois, on est dépendant aussi des réseaux sociaux, même si moi, sur Training Therapy, je suis que des gens qui alimentent notre contenu ou qui sont en lien avec ce qu'on fait ou des clients mais j'ai absolument pas de suivi de trucs où je peux scroller, regarder des trucs merdiques, tu vois, enfin, des trucs Mm. qui n'apportent pas de valeur et qui font pas avancer. J'ai un temps limite d'utilisation sur mon téléphone que j'ai mis à 20 minutes. J'étais à 45, après j'ai baissé à 30, après 20. J'essaie d'être le plus efficace possible. Évidemment, je l'explose dans la journée à chaque fois à 16 heures. Ça me dit, vous avez dépassé votre limite. Du coup, je suis obligé de rallonger parce que je dois publier un truc le soir, etc. Bon, bref, on a fait cet été avec Simon un stage Wim Hof, donc, pour ceux qui connaissent, c'est l'exposition au froid, etc., pendant une semaine dans les montagnes en Italie. On n'avait pas de réseau, c'était un peu le but. Tu vois, on n'avait pas du tout de réseau, on avait nos téléphones, mais on n'avait pas de réseau. Du coup, pas d'Instagram, pas de Facebook. Et quand tu reviens à la réalité, alors évidemment, on avait programmé nos posts pour être toujours actifs sur Instagram pour que ça publie, parce que sinon on était dans la merde au niveau visibilité, etc. Quand tu reviens à la vraie vie normale, euh, on était toujours, tu vois, animé par le fait de travailler, créer du contenu, partager tout ça, mais tu te dis que quand même tout va très vite aujourd'hui et que la vraie vie d'humain, tu vois, d'humain physique qu'on a vécu pendant cette semaine où on était sans réseaux sociaux, etc., elle était quand même différente de ce que les réseaux sociaux peuvent et la vitesse de communication téléphonique, etc., que nos téléphones et la connexion actuelle nous apportent. Donc, des fois, ça fait du bien de couper complètement, mais le retour à la réalité, il peut être un peu perturbant.
même si ça te fait quand même réfléchir et te dire que bah ouais, il faut prendre du temps pour déconnecter de tout ça. Pas forcément pour se dire que je travaille pas, parce que au fond de toi, dans ton cerveau, il y a toujours un truc qui travaille, c'est sûr, mais pour déconnecter un peu de tout ça. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience de ne pas utiliser ton téléphone pendant un certain temps. Si, c'est très difficile. Ouais, mais je te prends un exemple tout bête, hein. Quand tu voyages et que tu prends l'avion, tu arrives dans l'avion, tu n'as pas de réseau, tu peux rien faire. Et tu te dis, purée, j'ai 10 heures d'avion, qu'est-ce que je vais faire dans l'avion? Et en fait, c'est tout bête. Là, tu es assis dans l'avion, donc tu es obligé de trouver une activité qui est assise. Mais au final, si aujourd'hui, je te dis, dans l'après-midi, tu n'as plus de téléphone, tu n'as plus accès à Internet, tu n'as plus d'accès aux réseaux sociaux, à rien du tout. Tu as juste accès à ton téléphone et tu peux simplement aller voir des amis. En fait, c'est tout bête, mais on se rend compte aussi que tout est digitalisé, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu connais simplement au travers des réseaux sociaux et tu dis c'est mes potes, mais non, c'est pas la réalité. Et, euh, et les gens, et c'est dans les mœurs ça, maintenant, c'est que tout est digitalisé. Du coup, on se dit, mes potes, ils sont là. Mais oui, mais est-ce que tu les as déjà vus en vrai? Si moi, demain, je te dis, tu n'as plus accès à ton téléphone, tu n'as plus accès à ça, qu'est-ce que tu fais? Et ça, c'est la question que tu peux te poser, c'est est-ce que je peux rester épanouie en faisant de la guitare, en allant travailler, en faisant du sport, etc. Qu'est-ce qui pourrait, là, actuellement, te dire, si cet après-midi, j'ai plus Internet, j'ai plus accès, j'ai ma société qui est en pause, qu'est-ce que je fais dans l'après-midi? Et en fait, c'est tout bête, mais c'est est-ce que je me mets à apprendre à diversifier sur la lecture, sur des choses? Est-ce que je vais essayer de créer des choses, ça peut être, je sais pas moi, créer un bateau avec du bois ou créer, je sais pas, une poésie, un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est qu'est-ce que quand tu n'as plus du tout accès à Tu veux pas Internet, nous faire une petite poésie là? je suis très nulle en écriture, mais non, mais tu vois c'est ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que si tu n'as plus Internet, qu'est-ce que tu fais? C'est une bonne question, mais après, nous, tu vois, c'est assez ambivalent parce qu'on est quand même acteur de ce truc-là. Mm. Mais on arrive à s'en détacher parce qu'on a de la réflexion derrière. En vrai de vrai, je reviens sur Instagram. Moi, j'ai pas d'Instagram. Enfin, j'ai un Instagram perso. Je me connecte jamais dessus Mm. parce que je sais que ça va me rendre ouf. Tu vois, des fois, Simon, il fait l'erreur de regarder des réels sur notre Insta Training Therapy de bricolage. Lui, il kiffe le bricolage. Il regarde des réels où il y a des mecs qui font des trucs avec des perceuses. Ça dure 30 secondes. Ouah, tu regardes, tu deviens ouf. Tu regardes tous les trucs. Tac, 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 tac. Tu regardes. Et tu perds un temps de fou. Là, pour le coup, c'est vraiment des choses qui n'apportent pas grand-chose à part de la satisfaction immédiate. Ça nourrit ta Mm. satisfaction à court terme, mais sur le long terme, franchement, ça apporte pas grand-chose. Est-ce que quand tu étais plus jeune, bon, t'as quel âge, Maëlys, déjà, pour que les gens J'ai savent 25 un petit ans. peu? Voilà, donc t'es quand même jeune, t'es plus jeune que moi, donc t'es jeune. Est-ce que quand tu étais vraiment plus jeune, tu vois, genre à l'école, en primaire, etc., est-ce que tu as été diagnostiqué, je vais mettre un des grands guillemets là-dessus, hein. Aujourd'hui, on dit haut potentiel. Je déteste ce terme, genre un petit peu surdoué, hyperactive, un petit peu différente des autres. Est-ce qu'on t'a déjà orienté sur ces pistes-là, le fait que tu réfléchisses tout le temps, ou est-ce que ça, c'est venu petit à petit avec l'âge, ou pas du tout? J'ai toujours eu. Je rajoute un truc là-dessus. Moi, j'ai été, il y aura un épisode de podcast qui sera sorti à ce sujet d'ailleurs, où je parle tout seul, diagnostiqué surdoué à l'époque. Ça veut strictement rien dire, ça n'avait aucun sens, les tests qui m'ont fait passer, j'étais très petit. Je suis juste quelqu'un qui est tout le temps en ébullition au niveau de la tête, mais il y a pas de haut potentiel, hypersensible, machin. Ça, moi, c'est des trucs, je déteste qu'on mette des cases sur les gens. Encore une fois, c'est plus une façon d'avoir été éduqué, je pense, et une façon de réfléchir. Mais est-ce qu'on t'a déjà dit des choses comme ça? On m'a jamais fait la réflexion quand j'étais petite. Après réflexion, quand je retrace un petit peu comment est-ce que je fonctionnais au quotidien, c'est vrai que j'avais toujours, enfin, je faisais toujours quelque chose. J'étais jamais là à rien faire. Je pense que c'est de par mon éducation aussi, parce que mes parents, ils m'ont jamais appris à passer une journée devant la télé. Pour eux, il fallait quand même rentabiliser un maximum le temps. J'ai pas eu le droit d'avoir un téléphone avant d'entrer, je crois, au lycée, tu vois. Donc j'ai pas eu de téléphone avant. Le seul jeu vidéo que j'avais, c'était une Game Boy Color. Donc, si tu te rappelles, c'était pas forcément quelque chose ultra perfectionné. Donc, au final, je passais pas beaucoup de temps sur tout ce qui était réseaux sociaux. Les seules choses que je faisais, c'était construire des cabanes. Je construisais des bateaux avec mon grand-père et je lisais beaucoup. Donc, c'est les seules choses que je faisais quand j'étais petite. Je jouais avec mes amis aussi. Donc, au final, je pense que le fait d'être toujours en action quand j'étais petite a fait que j'en suis là où j'en suis rendue aujourd'hui. J'ai jamais été diagnostiquée
haut potentiel parce que je connaissais pas ça à l'époque. On m'a fait la réflexion il y a un an et demi. On m'a dit, mais tu as été diagnostiqué haut potentiel. Et je me dis, c'est quoi haut potentiel? Je connaissais même pas, tu vois, à l'époque. Donc, j'ai tapé sur Internet quelles étaient les caractéristiques. C'est vrai que je m'y retrouve. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire un test? Je suis pas forcément... Enfin, est-ce que ça vaut le coup? Ça va m'apporter quoi de savoir que je suis à haut potentiel ou pas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que oui, dans les caractéristiques de cette case-là, je rentre dedans, sûr et certain. Surdoué, non, parce que j'ai pas mal de lacunes sur pas mal de choses. En fait, tu vois, pour revenir vraiment sur les termes, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont enlevé le terme surdoué parce que ça faisait vraiment hyper élitiste. Alors, au potentiel, c'est encore plus élitiste, je trouve. Quoi qu'il arrive, c'est des termes de Ouais, merde, je trouve. Ça n'a pas grand sens. Et au final, en fait, moi, ce que je t'ai coupé, hein, je suis désolé, mais ce que je retrouve chez toi, tu vois, c'est que tu es quelqu'un de différent de la norme. Parce que tu es quelqu'un qui réfléchit. Déjà, il n'y a pas grand monde qui réfléchit aujourd'hui, malheureusement. Qui crée, qui est inventive, qui aime apprendre, qui est tout le temps en train d'essayer de s'améliorer, mais pas d'une manière complètement genre voulue. Tous les matins, tu te dis, ouais, j'ai regardé une vidéo de motivation, ouais, vas-y, il faut que je m'améliore et tout. Non, en fait, c'est inné chez toi. Et peut-être que ça, c'est être surdoué ou au potentiel, mais bon, bref, voilà ce que j'en pense. Je te laisse finir ce que tu étais en train de dire. Ouais, c'est exactement ça. C'est que j'ai besoin toujours d'être en activité, toujours me dire, faut que je termine ma journée. En fait, c'est même pas comment dire, euh, une volonté de ma part de vouloir faire mieux. C'est juste que c'est dans ma nature. C'est que j'ai toujours besoin de savoir, d'apprendre de nouvelles choses, de rentabiliser les choses et de faire qu'au final, à la fin de ma journée, j'ai été productive, j'ai fait quelque chose de bien. Il y a des gens, ils s'en fichent totalement de passer leur journée devant Netflix le dimanche. Moi, ça me barbe. Tu vois, passer 1 heure devant Netflix, c'est bien. Mais au-delà, ça me saoule parce que j'ai l'impression de perdre mon temps et je me dis j'ai mieux à faire que de regarder une vidéo qui va simplement me divertir pendant une demi-heure alors que je pourrais créer du contenu qui me stimulera tout autant, voire même beaucoup plus sur ce point de vue-là. Donc, au potentiel, possiblement. Après, diagnostic, non, j'en ai pas fait. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais petite, j'étais passionnée d'apprentissage et toujours, enfin, moi, quand j'étais petite, je voulais faire astronaute. Je lisais tous les bouquins d'astronomie, je connaissais toutes les planètes, tous les satellites de toutes les planètes, la température de fusion de toutes les planètes. J'avais un système solaire au-dessus de mon lit qui tournait. Enfin, c'était impressionnant. Donc, non, j'ai toujours aimé apprendre. Après, au potentiel, je pense que c'est aussi la manière de réfléchir. C'est-à-dire que tu peux être bon dans certains domaines et mauvais dans d'autres. Après, bah, comme dans le sport, comme dans ma vie personnelle aussi, j'essaie d'être à 200%, même si c'est que du sport et que je me dis, bah, il n'y a personne à qui tu dois ce que tu fais. Je le fais pour moi et j'ai envie, tu vois, à la fin de ma séance, me dire, bah, j'ai réussi à faire quelque chose de différent, j'ai été productive, j'ai réussi à pousser davantage et je pense que c'est aussi l'agnac que j'ai au sport enfin, que j'ai dans ma vie personnelle qui se retransmet aussi au niveau du sport et qui fait que là, je progresse beaucoup et les gens, ils comprennent pas que, ben, je viens pas à la salle de sport pour faire de la figuration et je viens à la salle de sport pour me donner à 200%. Quand on me dit, ouais, Malice, tu passes autant de temps à la salle de sport, ouais, mais je kiffe. En fait, je kiffe, je me donne à 200% et je finis ma séance, je suis bien, j'ai réussi à accomplir des choses et j'ai été productive. Est-ce que tu passes tant de temps que ça à la salle de sport au final? Enfin, moi, je n'ai pas l'impression que tu passes un temps non plus de ouf. Je passe quand même pas mal de temps parce que je fais 2 heures de séance par jour. Donc avec l'échauffement, Ouais, évidemment. ouais, mais est-ce que c'est beaucoup dans le sens où c'est ton seul truc, on va dire, différent de ton travail professionnel, on va dire? Moi, je trouve pas ça énorme, tu vois. Non, c'est pas énorme, mais sachant qu'en plus de ça, bah, je sais pas si tu le fais aussi, mais sur tes temps de pause, tu réponds aux mails, tu réponds aux DM sur Insta, donc au final, je travaille quand même quand je fais mon sport. Mais non, c'est mon échappatoire et c'est en fait, c'est mon moment où quand je termine ma séance de sport, je suis bien, tu vois. Normalement, en fait, je m'entraîne en fin de journée, j'ai toute ma journée de travail. Et entre guillemets, c'est ma récompense en fin de journée, en me disant, je vais me faire kiffer à la salle de sport, je vais libérer tout le stress que j'ai eu toute la journée. Et j'arrive à mon repas du soir, tu vois, j'ai toutes mes endorphines, je suis bien, tu vois. Et c'est pour ça que je le place aussi en fin de journée, c'est que c'est mon seul moment où j'ai accompli toutes mes tâches de la journée, les tâches les plus importantes, parce que j'ai les classes par niveau. Et du coup, je me fais kiffer sur la fin de journée
en accomplissant des choses différentes parce que j'ai moins de charge mentale sur ce moment-là, parce que je m'entraîne, même si je travaille toujours. Et je pousse, entre guillemets, un petit peu plus ma réflexion sur d'autres choses. Et je trouve ça super intéressant parce que je termine ma journée sur une bonne note parce que je me suis entraînée et j'ai terminé ma journée de travail, donc c'est trop cool. Attends, tu es en train de me dire que tu classes les choses par ordre de priorité et que tu termines par l'entraînement? Ça veut dire que c'est pas prioritaire l'entraînement? Si, c'est prioritaire, mais je préfère terminer des choses En fait, je sais que le soir, les gens sont beaucoup plus sur leur téléphone et beaucoup plus à me questionner. Et ça me saoule, en fait, quand on m'envoie trop de DM, trop de questions, etc. Du coup, je me mets à la salle de sport. Et je sais que pendant ce moment-là, je peux me dédier un petit peu plus. Moi, le matin, j'envoie mes mails, etc. Les gens me répondent dans la journée. Et au moins, comme ça, sur la fin de journée, je peux prendre du temps pour moi. En fait, j'aime pas l'appeler comme ça parce que c'est pas le cas, mais c'est ma récompense de la journée. Me dire, maintenant, tu as fait ce que tu avais à faire, maintenant, on va te faire kiffer. Alors, on a compris dans tout ce que tu faisais que ce n'était pas une question de base d'argent, évidemment, même si, encore une fois, c'est le nerf de la guerre, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Pourquoi tu fais tout ça? En vrai, pourquoi tu t'entraînes autant, si on peut utiliser ce terme? Pourquoi tu travailles autant? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui fait que tu te mets cette déterre à travailler autant, à faire les choses, etc. Qu'est-ce qui t'anime au fond de toi? Bah, je pense que je peux te le répondre en un mot, c'est que ça me fait vibrer. En fait, ça me stimule au quotidien et ça m'anime, c'est-à-dire que créer du contenu, aller m'entraîner, aller faire tout ça, en fait, c'est ma passion, ça me plaît. Si je le fais pas, je veux pas dire que je suis frustrée parce que ça serait un mot qui serait trop fort, mais tout ce que je fais et tout ce que j'accomplis au quotidien, ça me fait vibrer et ça me stimule quand on me dit, ouais, Maëlys, pourquoi est-ce que tu te lèves à 6 heures pour bosser, bah parce que ça me fait kiffer. J'aime bien le matin, j'aime bien être tranquille, pouvoir bosser tranquillement. Pourquoi est-ce que tu vas t'entraîner 2 heures? C'est énorme. Ouais, mais ça me fait kiffer. J'aime bien à la fin de mon entraînement, en ayant accompli des choses, j'aime bien me donner à 200%. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux pas rester à rien faire. Et ce que je fais là, ça me fait kiffer, ça me fait vibrer. Donc je continue et vraiment le jour où ça arrêtera de me faire vibrer, j'arrêterai. Mais pour le moment, c'est tout ce que je kiffe et c'est pour ça que je continue à le faire. C'est quoi tes objectifs d'un point de vue professionnel? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs déjà? Est-ce que tu as des objectifs fixés ou est-ce que tu fais les choses voilà, progressivement, au jour le jour, tu vois un peu où ça te mène, même si tu veux développer ton truc? Est-ce que tu as des objectifs fixés ou pas du tout? J'ai des objectifs fixés sur des deadlines de projet. Je sais que telle date, j'ai tel projet qui sort. Après, tout ce qui est ma société, le chiffre d'affaires, etc. J'essaie de ne pas me fixer d'objectifs parce que sinon, après, je suis trop. Il faut que je fasse tant d'argent sur ce mois-ci, il faut que je fasse tant. Et c'est pas mon objectif parce que, comme je te disais juste avant, l'objectif, c'est de se faire kiffer. Si je fais moins, je fais moins. Si je fais plus, je fais plus. Tu vois, si je voulais vraiment optimiser au mieux ma fiscalité, je partirais dans un pays, à Dubaï, par exemple, où les taxes sont bien moindres. Je gagnerais plus, mais au final, est-ce que je serais plus heureuse là-bas? Pas forcément. Donc, je préfère me dire, je reste en France, je paye peut-être plus d'impôts, mais au moins je kiffe et voilà, plutôt que de me dire, euh, il faut que je fasse tant de CA pour avoir une rentabilité qui soit de ça. Je préfère me dire, je me fais kiffer, je me donne juste des deadlines sur les projets pour toujours tout ce qui est stimulation personnelle et professionnelle. Et après, bah, c'est que du kiff. Et si tu vois, par exemple, bah, là, comme aujourd'hui, tu me dis, Mélisse, on fait un podcast, je me dis, ouais, carrément, ça va être trop cool. Ça va me permettre de faire autre chose. Et c'est stimulant tout autant, parce que là, on a un échange qui est intéressant sur pas mal de points de vue. Et voilà, c'est juste du kiff. Et, et ouais, je n'ai pas d'objectif, c'est juste des deadlines sur des projets et le reste que du kiff. Ça veut dire que tu n'es pas motivé à aller sur un rooftop à Dubaï, manger des sushis payés en Bitcoin le soir avec 10% de taxes seulement. Non, ça ne te chauffe pas, ça? Et bah non, pas forcément. Je préfère partir dans un endroit où il y a. Enfin, c'est un peu contradictoire parce que je suis sur les réseaux et du coup, je suis très visible, mais je suis à côté très, très timide. Et tout ce qui est jet set, très superficiel, c'est absolument pas un truc que j'aime. Je préfère partir, bon là, comme je suis partie avec mes parents à Lanzarote, il n'y a personne qui te connaît, tu es tranquille, il n'y a personne sur l'île, tu vis avec la nature et tu kiffes simplement l'endroit plutôt que d'aller dans un truc qui est ultra superficiel où tout est superficiel.
je rebondis là-dessus. Est-ce que, on n'en a jamais parlé ensemble, est-ce que tu as déjà eu ou est-ce que tu as souvent des gens qui te reconnaissent, genre dans la rue et qui t'abordent ou des trucs comme ça, tu vois? Pas très souvent. C'est déjà arrivé, mais pour le coup, je vais pas te mentir, j'étais super mal à l'aise parce que je déteste me montrer. J'aime pas, enfin, et c'est contradictoire avec ce qu'on voit sur les réseaux, c'est que sur les réseaux, je me montre, on voit la Malice qui a super confiance en elle, alors qu'à côté de ça, je vais pas dire que j'ai zéro confiance en moi, mais j'ai très peu confiance en moi. Et c'est pour ça aussi que je travaille toujours, c'est que j'ai besoin de me dire, ok, Malice, t'as réussi à faire quelque chose, t'es pas mauvaise. Et je pense que c'est aussi pour ça que je travaille beaucoup, c'est que je manque de confiance en moi et ce manque de confiance en moi fait que je bosse beaucoup. Donc oui, on m'a déjà reconnu dans la rue, mais je t'avoue que c'est dérangeant, même à la salle de sport. Plusieurs fois, on est venu me voir. Ah, c'est Mélisse sur les réseaux. Oui, c'est moi. Et du coup, là, en concert, j'adore ce que tu fais, etc. Donc moi, là, je deviens tout trop. Je dis merci beaucoup, c'est gentil. Puis j'essaie de couper vite la discussion. Je remercie bien évidemment la personne, mais c'est vrai que j'aime pas forcément qu'on vienne m'aborder comme ça, parce que j'ai pas confiance en moi et parce que je me sens pas légitime. Je suis pas une star, je suis juste Maëlys qui publie du contenu, voilà. Tu vois, à la salle de sport, ça me choque moins dans le sens où c'est plus l'environnement, tu vois, donc c'est moins choquant. Mais en fait, je pense, encore une fois, hein, c'est un truc d'éducation. Toi, tu n'irais pas forcément faire ça. Quelqu'un, je sais pas si tu croises, je dis n'importe quoi, Justin Timberlake, tu vas pas aller lui parler. C'est hyper Ouais. chelou. Voilà, la dernière fois, alors pour te dire, nous, on a une petite portée, on a que 20, un peu plus de 20 000 abonnés sur Instagram. Il y a un steward dans l'avion qui est venu me voir en me demandant, ouais, non, mais laisse tomber. Et moi, en fait, ça me met même pas mal à l'aise. Ça me met mal à l'aise pour le mec. Je me dis, ouais, mec, je vais te dire que c'est moi, Thomas de Training Therapy. Ok, qu'est-ce que ça va t'apporter en fait? Ouais. Et tu Rien. as réagi comment, du coup, sur ce moment? Je lui ai dit, ouais, c'est moi. Ouais, j'adore ce que vous faites et tout. Bah, merci, tu vois, c'est gentil. Merci. Et le mec, il commence à parler. Ouais, mec, vas-y, laisse-moi mettre mes AirPods et dormir, tu vois. Mais bon, Bah, bref. Major. Tu connais Major Mouvement, je pense aussi. Ouais, ouais, bah alors, Et lui, pour te dire, là, on est mercredi, j'enregistre un podcast avec lui vendredi. Il ok. sortira, pareil, aux alentours du tien, donc je ne sais pas s'il sera sorti avant ou pas. Lui, ça doit être un délire. Ça doit être un délire. J'en parlerai avec lui, mais ça doit être un délire. Ouais, parce qu'il avait mis plusieurs fois en story et c'est pour ça que là, ça me fait tilt. C'est qu'à un moment donné, il était dans l'avion tranquillement sur son téléphone, etc. Il y a quelqu'un qui l'a pris, qui était sur la rangée de derrière et qui l'a pris en photo, qui lui a envoyé la photo sur son compte Instagram en lui disant ah, je t'ai vu devant, etc. Et je trouve qu'en c'est malvoyant Non, et mais c'est hyper c'est chelou. mal, Ça tu montre la vois. digitalisation des choses. C'est hyper chelou. Ça, tu ferais mieux d'aller lui dire bonjour, coucou, je te suis sur le réseau, merci pour ton contenu, sans forcément aller discuter pendant des heures, mais juste là, envoyer un message en disant c'est toi qui es devant moi et tu as l'impression d'être tes pieds en fait au quotidien. Donc, C'est un truc de ouf, malheureusement. C'est le monde qui est comme ça. C'est un peu le jeu. c'est ça. Maëlys, je vais te poser une petite question, enfin te faire réfléchir plutôt. Je vais te citer une liste de valeurs. Des valeurs, c'est des mots, des termes sur lesquels toi, tu as une sensibilité plus ou moins importante, qui te représentent ou qui sont importants pour toi. Tu vois. Je vais t'en citer plusieurs par ordre alphabétique. Ça va être un petit peu long, enfin un petit peu long, ça va durer une petite minute. Tu vas devoir m'en garder trois qui te définissent ou qui du moins sont les trois valeurs qui priment pour toi. Ok. Est-ce que tu as déjà fait ça ou pas? J'ai déjà fait ça parce que j'ai déjà eu un coach de vie il y a Yes. un an et demi, Et ben mais tu verras si ça a j'ai envie de changé ou pas. changer, donc c'est ça. Ça roule. Je te l'ai dit tranquillement. Je te les fais pas toutes évidemment. Je vais en cibler quelques-unes. Tu m'en gardes trois. Je sais que c'est difficile d'en garder que trois, mais tu essaies de m'en garder trois et tu me diras après pourquoi tu as gardé celle-là. OK? Ça marche. Allez, vas-y, c'est parti. Ambition, amitié, amour, argent, audace, autodérision, autonomie, bienveillance, combativité, créativité, efficacité, équilibre, excellence, famille, fiabilité, fraternité, gentillesse, humour, justice, liberté, partage, performance, pouvoir, rigueur, santé, succès, tolérance, travail et volonté.
lesquelles tu m'en gardes trois parmi toutes celles-là, à ton avis. Enfin, toi, qu'est-ce qui ressort chez toi? Qu'est-ce que tu me donnerais comme valeur, toi? Non, Alors moi, tu vois, c'est là, tu es la première à me poser la question. Toi, à mon avis, après, encore une fois, on ne vit pas ensemble, tu vois, donc je peux pas dire à proprement parler. Je suis quasi sûr que tu rentres famille dedans. sûr, ouais. Voilà. Après, le reste, c'est trop difficile. Famille, ouais, parce que du coup, c'est eux qui m'ont, je vais pas dire qu'ils m'ont tout apporté, mais qui m'ont apporté la personne que je suis là actuellement. Sur, je pense, pas mal de points sur le travail. Je suis très famille parce que j'ai besoin d'eux sur pas mal de sujets de réflexion et que pour moi, la famille, on n'en a qu'une et que, en fait, moi, ça me prend le cœur quand je vois des gens qui se déchirent pour leur famille, qui disent, ouais, moi, mes parents, je les vois pas souvent. Je peux comprendre parce qu'on n'a pas forcément, enfin, on choisit pas ses parents, mais je pars du principe aussi que c'est les personnes qui seront là pour toi toute ta vie et que c'est super important de prendre du temps pour eux. On n'a qu'une vie et quand je vois qu'il y a des gens qui se fritent avec leur famille pour X ou Y raison, je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie que de se friter sur des futilités comme ça. Et qu'on a tous le droit à une deuxième chance et que si, enfin, on fait tous des erreurs. Moi, la première, et que si on n'apprend pas à pardonner, on ne pourra jamais être quelqu'un de bon. Et c'est pour ça que j'apprends à toujours relativiser sur les choses et que même si tu me fais une crasse, c'est que tu as peut-être une raison derrière, peut-être un passé qui fait qu'aujourd'hui tu as fait cette erreur-là, mais qu'on a tous le droit à une erreur et que la famille, elle sera toujours là pour toi, toujours là pour te conseiller sur pas mal de choses. Si tu as des soucis d'argent, ils sont toujours là pour toi. Si tu as des soucis personnels, ils seront toujours là pour toi. Donc pour moi, la famille, je le mettrais peut-être pas en premier, mais au moins en deuxième, parce que pour moi, c'est quelque chose de primordial. Après, bien évidemment, ça dépend de l'éducation, mais nous, on est très famille et je pense que c'est quelque chose de très important pour moi. Et je pense aussi que c'est par ce qui s'est passé aussi peut-être dans le passé, sur peut-être des points qui m'ont interpellée sans forcément que j'en prenne conscience. Mais voilà, après, c'est aussi parce que là, actuellement, moi, j'ai une famille qui est très soudée et j'ai perdu très peu de proches. Donc au final, j'ai pas connu, bon, on va le dire comme ça, mais j'ai pas connu la mort, pas beaucoup ou très peu. Et du coup, pour moi, c'est toute la famille est là et j'ai perdu personne. Donc je les connais par cœur et je pense que si j'avais perdu plus de proches, j'aurais peut-être eu cet aspect différent au niveau de la famille. Donc très famille de ce point de vue-là parce que j'ai encore toute ma famille, enfin du moins une bonne partie et que je peux échanger beaucoup avec eux et que les événements ont fait que. Deuxième valeur, la bienveillance, parce que pour moi, ça relie avec la famille, c'est-à-dire que tu es bienveillant avec ton prochain, c'est-à-dire que tu es bienveillant dans l'ostéopathie, tu es bienveillant dans le coaching, parce que les gens ont besoin de bienveillance. Et pour moi, c'est une valeur qui est primordiale. On m'a toujours appris à être poli, à être gentil avec les gens. Je te prends un exemple tout bête. Moi, quand je sors du supermarché à la caisse, je leur dis bon courage, bonne journée. En général, ils me regardent et me disent merci. Ben, pour moi, c'est normal, tu vois. Mais il y en a, ils arrivent à la caisse, il n'y a pas de bonjour, pas de merci, pas de choses. Alors que moi, je trouve que c'est pas normal. Il y a un service qui est rendu. Donc, la moindre des choses, c'est de dire bon courage ou merci. Donc, bienveillance de ce point de vue-là, c'est vraiment, je dirais même le top 1. Bienveillance, c'est ma valeur principale. Et la troisième qui est en moi, j'ai eu pas mal d'hésitations là. Je sais plus laquelle j'avais mis il y a 1 an et demi, mais là actuellement, je dirais le partage. Partage, pourquoi? Parce que j'ai envie de pouvoir aider les gens et ça revient enfin, ça rejoint la bienveillance, c'est que j'ai envie de pouvoir aider, que ce soit dans le coaching, dans l'ostéopathie ou même dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que j'ai envie de partager des choses avec mes amis, avec ma famille, avec mes proches. J'ai envie qu'à la fin, tout soit OK et on puisse partager nos valeurs, nos envies et ouais, partage de connaissances, partage de moments, partage de plein de choses. Ça te définit bien. T'es la première à me sortir ces trois-là, tu vois. Donc, cool. Comme quoi, tout le monde est différent, mais au final, ça tourne quand même toujours au fait de pouvoir aider les autres et d'apporter quelque chose aux autres en se développant soi-même, tu vois, au final. Maëlys, si je te demandais de t'imaginer là, tu te croises toi il y a 10 ans. Tu vois, tu repars 10 ans en arrière, tu te croises là, qu'est-ce que tu te dirais? Je me dirais, apprends à avoir confiance en toi,
apprends à te dire que c'est OK de ne pas bosser, c'est OK de prendre du temps pour toi. Continue de travailler, continue de toujours apprendre parce que la nutrition, l'entraînement et la vie de manière générale évoluent chaque jour. Tous les jours, il y a des choses nouvelles qui apparaissent, tous les jours, il y a des choses importantes. Et prends soin de toi parce que là, on le voit avec tout ce qui se passe en ce moment, tous les je vais dire le gavage, mais l'histoire autour du virus, etc., c'est qu'on n'a qu'une vie, on n'a qu'une santé. Donc, l'idée, c'est de prendre du temps pour toi, de te dire que tu es en bonne santé, que tu as un travail, que tu as une famille qui est là pour toi. Donc, arrête de te prendre la tête sur des futilités et juste kiffe ta vie. Prends soin de toi et juste... c'est beaucoup de manière... apprendre à beaucoup relativiser sur les choses. C'est quelque chose que je fais de plus en plus, mais ouais. En gros, si je devais me parler maintenant, 10 ans en arrière, c'est juste fais ce qui te fait kiffer, te prends pas la tête et juste vis la vie à 200% et sois fier de toi et prends confiance en toi. C'est beau, c'est très beau tout ça. Justement, je dérive sur une dernière question qui est en lien avec ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu penses du monde qui nous entoure actuellement? Alors, je ne parle absolument pas de vaccin, pas de vaccin, ce n'est pas la question de Covid, etc. Qu'est-ce que tu penses de la direction que le monde prend? On a parlé tout à l'heure de digitalisation, etc. Quel est ton avis sur tout ça et quel espoir tu as pour ce beau monde qui nous entoure ou pas? Très mauvaise et ça depuis 1 an et demi, 2 ans. Avant, les gens étaient beaucoup plus empathiques, beaucoup plus bienveillants. Et maintenant, moi, je reçois sur les réseaux, je me poste une photo, recette, point d'interrogation. Moi, à partir de ce moment-là, je leur réponds par un point d'interrogation ou par un bonjour, parce que pour moi, c'est un manque de politesse. Les gens, là, avec la digitalisation, ils ont l'impression qu'on peut tout leur servir sur un plateau d'or. Et c'est, OK, t'as mis ça, donc vas-y, donne. Ou alors, comme on disait tout à l'heure, ah, c'est pas gratuit. Bah non, en fait, je travaille, c'est mon métier. Donc, ouais, j'ai pas une bonne, je suis pas optimiste sur comment se déroule l'avenir. Je pense que c'est peut-être qu'en France, peut-être que dans d'autres pays, c'est différent, mais là, c'est vrai que j'ai pas. L'image que j'en ai là du français moyen et général, c'est pas quelque chose qui est forcément que je porte dans mon cœur. Rien que l'exemple de quand tu vas à Paris, je sais pas si tu vas souvent à Paris, mais tu Non, ressors. je ne reviens plus dans mon fief parce que je ne supporte plus. Moi, je suis parisien, hein. Ouais. Je suis parti pour ça, c'est plus possible. Ouais, bah c'est ça. C'est que les gens, ils sont méchants, ils sont aigris. Tu dis bonjour, ils te répondent pas. Donc moi, ça m'énerve. Et c'est pas dans mes valeurs, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la bienveillance, le partage, etc. Si à partir de ce moment-là, et on peut y revenir aussi, c'est que tu es la somme des 5 personnes qui t'entourent. Donc au final, si les personnes autour de toi sont pas bienveillantes et sont pas empathiques, ne te tirent pas vers le haut, moi, je vais être un peu vulgaire, mais ça dégage, tu vois. Si tu es là pour me rabaisser, pour me dire ce que tu fais, ce que tu fais, c'est pas ouf, ou ça, c'est nul, ça sert à rien. Dégage, t'as rien à faire dans ma vie et j'ai pas besoin de personnes qui me tirent vers le bas. J'ai suffisamment pas confiance en moi pour qu'on vienne me tirer vers le bas. Donc, l'idée, c'est ouais, de trouver des gens qui sont bienveillants et c'est pas facile à trouver. Des personnes qui sont là pour t'aider, même si c'est de la critique. Tant que la critique elle est constructive, moi je la prends. Je veux juste pas qu'on soit là juste pour critiquer en me disant, par exemple sur les réseaux, ah c'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse, pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes pas? Moi, c'est une question d'éducation, mais moi, quand j'aime pas, soit je me tais parce que ça me plaît pas et que chacun a ses avis différents, soit j'argumente. Mais dire c'est dégueulasse ou c'est pas beau, pour moi, ça n'a rien à faire et ça m'énerve en fait. C'est de la non-empathie, c'est de la méchanceté gratuite. Mais tu vois, Et attends, ça... je rebondis direct là-dessus. Je voulais en faire un podcast et je pense que je vais en faire un podcast où je vais parler tout seul. Est-ce que toi, ça te viendrait à l'idée de commenter un truc négatif sur une publication, même si c'est une critique constructive? Est-ce que Jamais. vraiment tu le fais et est-ce que ça te viendrait à l'idée de le faire?
Jamais. Moi, il y a un truc que j'aime pas, je passe mon chemin. En fait, si j'aime pas, c'est que ça a aucun intérêt, ça va me Non, porter mais de aucun ouf, intérêt de ouf. de venir commenter. Donc, quand je vois les gens qui disent ouais, ton physique, il est affreux, on dirait un homme, etc., j'ai envie de lui répondre, mais écoute, toi, tu es dans ton canapé, tu fais rien, tu passes ta vie devant Netflix et tu te permets de commenter le travail des autres. Est-ce que moi, sur ton travail, je me permets de te commenter? Non, moi, enfin, en fait, c'est un truc aussi, et je pense que c'est pour ça qu'on se rejoint sur ce sujet, c'est que si j'aime pas quelque chose, je passe mon chemin. Et je comprends pas qu'on puisse s'attarder sur quelque chose, se permettre de créer une critique non constructive sur le sujet. Donc, ouais, j'ai jamais compris et je pense que je comprendrai jamais ce point de vue-là. Mais après, je pense que c'est encore une fois une question d'éducation et de la société qui fait que tout est. Enfin, et c'est la question enfin, la réponse qu'ont apporté certaines personnes, c'est que, entre guillemets, tu t'exposes, donc tu t'y risques. Alors que moi, c'est pas du tout quelque chose que je comprends, mais c'est la chose qu'on m'a dit plusieurs fois, c'est que ouais, mais tu es visible sur les réseaux, si tu veux pas qu'on te critique, tu te mets en privé. Ouais, mais si tout le monde part de ce principe-là, au final, il n'y a plus aucune information sur les réseaux. Donc voilà. Donc non, moi, je comprends absolument pas et je pense que ça pourrait être le sujet d'un très très bon podcast en tout cas. Ouais, parce qu'en fait, ce que je me dis, je me mets à la place de la personne, je me dis, putain, le mec, il a écrit un message qui est quand même long, tu vois, qui a pris du temps sur sa journée, qui ne lui apporte strictement rien à lui, qui n'apporte strictement rien à toi, si ce n'est du bon, parce qu'en fait, ça va te donner plus de visibilité, du coup, tant mieux, Oui. hein. En vrai, on prend, tu vois. C'est quelque chose qui est totalement lunaire pour moi. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et clairement, moi, je te dis, je ne le comprendrai jamais. Mais c'est un sujet qui est intéressant. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui est dans l'autre camp avec qui débattre de ça. Ça pourrait être vraiment très intéressant. Je Sûr. rebondis pour finir là-dessus, tu as dit, tu es le reflet des 5 personnes qui t'entourent. Je suis plutôt d'accord et les amis, je vous invite à avoir un animal de compagnie parce que ça va faire partie des 5 personnes qui vous entourent. Et les animaux, à la différence de nous, ils n'ont jamais de côté mauvais, alors, sauf entre eux, parce qu'il y a des raisons de dominance, etc., qui sont très animales, mais c'est comme ça. Votre animal de compagnie va toujours être content de vous voir, il va toujours vous donner des bonnes vibes, il va être empathique, il va être gentil avec vous, il va être attentionné, il va vous donner de l'amour, etc. Donc, ayez des animaux et surtout respectez vos animaux. Sinon, ça, c'est la bagarre. Maïlis, merci pour ton temps. Est-ce que tu as un dernier mot à dire de tout ça? On a pas mal discuté, ça a fait plus d'1 heure et demie là. Merci vraiment pour ton temps. Je pense qu'on en refera un deuxième épisode où on parlera de choses un petit peu différentes. Mais si tu veux rajouter quelque chose, c'est le moment. Je pense que pour améliorer un peu ce monde-là, le mot de la fin, ça serait soyez bienveillants envers votre prochain et gardez toujours, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est ayez de la réflexion sur ce que vous avez fait la veille et soyez critique envers vous-même pour progresser, pour être la meilleure version de vous-même sur la journée de demain. Exactement. Merci Maïlis. Devenez des meilleures versions de vous-même comme Maïlis le fait si bien et c'est une figure à ce niveau-là. Donc vraiment, allez la suivre d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Tu peux nous redonner ton Instagram. Ouais, c'est Maëlys-LFE. Donc voilà. Maïlis-LFE, je mettrai aussi sa chaîne YouTube en lien ainsi que son Insta pour que vous puissiez cliquer directement. N'oubliez pas de noter le podcast sur n'importe quelle plateforme où vous l'écoutez maintenant. On peut mettre 5 étoiles, mettez pas moins de 5 étoiles, Ouais. ça ne sert à rien. Mettez-nous une 5 étoiles là, envoyez un petit commentaire si vous avez des choses à dire, à débattre avec nous. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai dans un prochain podcast. Maïlis, merci encore une fois de ta présence et de ton temps. Les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde.